L'échec est en train de te détruire parce que tu n'as jamais appris à bâtir une forteresse mentale. Il y a 2000 ans, Marc Aurèle dirigeait l'empire le plus puissant du monde tout en affrontant guerre, épidémies et trahison. Mais il n'a jamais laissé l'échec briser son esprit. Il a développé 8 exercices mentaux spécifiques qui transformaient chaque défaite en carburant pour grandir. Aujourd'hui, tu vas découvrir ces mêmes techniques que les stoïciens utilisaient pour devenir littéralement immunisé contre la souffrance de l'échec et comment les appliquer à ta vie moderne peut te transformer en quelqu'un d'incassable en moins de 30 jours. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Avez-vous déjà remarqué à quel point 2 personnes peuvent réagir différemment au même événement difficile? Pourquoi l'une reste-t-elle calme et posée pendant que l'autre s'effondre ou s'emporte? Cette différence ne tient pas seulement à la personnalité ou à l'expérience, c'est profondément lié à une notion centrale du stoïcisme, la discipline de la perception. C'est un point de départ incontournable pour l'entraînement de la forteresse mentale et la construction d'une vraie immunité à l'échec. On pense souvent que la réalité nous tombe dessus avec son lot d'événements, bons ou mauvais, et que notre ressenti en découle directement. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que ce n'est pas l'événement qui nous trouble, c'est le jugement qu'on en fait. Apprendre à voir la réalité avec neutralité. C'est là le premier pilier d'une mentalité imprenable face au haut et au bas de la vie. La discipline de la perception, selon les stoïciens antiques comme Épictète, Sénèque ou encore Marc Aurèle, consiste justement à observer ce qui arrive sans se laisser emporter par les émotions, ni ajouter de commentaires négatifs ou positifs inutiles. Au lieu de nous précipiter dans la peur, la frustration ou l'espoir démesuré, il s'agit avant tout d'accueillir ce qui est. Tu pourrais imaginer quelque chose d'aussi simple que de rater son train. Un réflexe classique serait de s'énerver, de se décourager ou de s'inquiéter pour la suite. Mais la perception stoïcienne, elle, examine les faits. Le train est parti, c'est tout. L'interprétation, tout ce qui se rajoute dans notre tête, c'est ce qui colore l'expérience, l'aggrave souvent et peut la déformer. Alors, comment fait-on pour cultiver cette neutralité face à la réalité? Cela commence par le simple fait de s'arrêter un instant quand un événement survient et de se demander « qu'est-ce que je constate là, objectivement ?» Y a-t-il une information factuelle indiscutable? Par exemple, tu reçois un message annonçant la fin d'une collaboration professionnelle. Comme tout le monde, tu ressens un pincement, peut-être une pointe d'angoisse. Mais la pratique stoïcienne te propose d'abord de séparer le fait brut de tes projections. Il y a cessation d'une collaboration. Point. Tout ce que tu pourrais te raconter sur la signification de ce fait « je suis nul, je vais tout perdre, il me déteste » ne sont que des constructions de ton esprit, et non la réalité proprement dite. Ce travail de séparation entre les faits et les interprétations n'est pas naturel. Il demande de la pratique. C'est un entraînement quotidien. Il ne s'agit pas d'étouffer ses émotions ou de faire semblant qu'on ne ressent rien. La clé, c'est d'éviter de prendre systématiquement ses ressentis comme des indices fiables sur l'état du monde ou sur la valeur des événements. Le stoïcien cherche à voir, à nommer, à reconnaître ce qui est, sans croire immédiatement tout ce que l'esprit affiche en première ligne. Si tu arrives à faire cela, tu deviens déjà moins vulnérable à l'échec, car tu peux faire une pause et voir la scène avec un certain recul. Pourquoi est-ce si efficace face à l'échec? Tout simplement parce qu'un échec n'est jamais qu'un fait parmi d'autres. Ce que nous qualifions d'échec, ce n'est pas dans la réalité brute, c'est le produit d'un jugement. Prenons un exemple concret. Une candidature à un emploi reste sans suite. Le fait, c'est très simple. Tu n'as pas reçu de réponse positive. Ce qui bouleverse, c'est ce que tu ajoutes. Peut-être les doutes sur toi, la honte, l'inquiétude pour le futur. Mais si tu t'arrêtes au fait nu, tu n'es ni anéanti, ni envahi par des émotions excessives. Tu peux alors réfléchir froidement à la suite, réajuster ton CV, explorer d'autres pistes, demander un retour constructif. La discipline de la perception est donc ce premier bouclier contre le découragement et la panique. Cela ne te supprime pas la déception ou la tristesse, mais cela leur donne très peu d'emprise sur tes actions ultérieures. Ce qui est essentiel, quand on aborde cette discipline, c'est aussi de remarquer à quel point nos peurs et nos espoirs, souvent, nous trahissent. Ils prennent une place démesurée parce qu'on permet à l'imaginaire de creuser dans tous les sens dès qu'un événement inattendu survient. Le stoïcien va reconnaître cette tendance et s'entraîner à faire taire la petite voix catastrophiste ou triomphaliste selon les cas. Il ne s'agit pas de devenir un robot ou de renier l'émotion.
Tout au contraire, c'est une manière de garder la tête froide pour décider quoi faire maintenant. Imagine un bateau qui tangue dans la tempête. L'équipage garde la barre, observe les vagues, ajuste les voiles. Il ne sert à rien d'ajouter à la réalité la peur de couler à chaque instant. Ce serait inefficace et dangereux. C'est ce type de présence engagée, lucide, que recherche l'esprit stoïcien face à tous les aspects de l'existence. Un autre aspect important de cette discipline de la perception, c'est de se détacher du réflexe de tout juger, en bien ou en mal, en bon pour moi ou mauvais pour moi. Tant d'événements, qui semblaient terribles sur le moment, se sont révélés être de simples détours, des occasions d'apprendre, ou même des chances inespérées à long terme. En regardant avec neutralité ce qui se passe, on cesse de considérer chaque obstacle comme une tragédie personnelle. On aborde même l'idée de l'échec différemment. L'échec, parfois, n'est qu'une phase de la courbe. On tente quelque chose, et cela ne fonctionne pas immédiatement ou pas comme prévu. Le stoïcien voit là un terrain d'entraînement, et non plus la preuve de son incompétence ou de sa malchance. C'est aussi dans cette neutralité que réside la liberté d'action. Tant qu'on est prisonnier de ses impressions, de ses doutes ou de ses jugements hâtifs, on agit à l'aveugle ou on n'agit plus du tout, tétanisé par l'émotion. Lorsque tu remarques ce qui est, sans te précipiter à imaginer des conséquences catastrophiques, ton jugement est plus sûr, tes décisions sont mieux fondées. Un entrepreneur qui échoue à lancer un projet peut choisir, sous l'emprise de la frustration ou de l'ego blessé, de tout abandonner, d'accuser le sort ou de s'autoflageller. Mais s'il accepte sereinement le constat objectif, ce projet n'a pas marché pour telle ou telle raison, sans y mettre tout un drame personnel, il sera en bien meilleure posture pour analyser, apprendre, corriger ou tenter à nouveau. La discipline de la perception n'est donc ni froide ni distante. Elle est au contraire une forme d'attention active, de discernement. Le stoïcien ne devient pas insensible. Il voit mieux ce qui se passe en lui et autour de lui. Il ose se confronter à la réalité brute, même si elle est inconfortable, car il sait que tout le reste, l'histoire qu'il se raconte, le blâme, les autocomplaisances, ne lui apporteront rien de solide pour avancer. Cette forme de lucidité n'est pas réservée aux philosophes antiques ou aux ermites. Elle s'entraîne chaque jour, à chaque petit accroc, à chaque contretemps. Il est possible de prendre quelques secondes pour identifier le fait, reformuler son ressenti et choisir de ne pas s'emballer dans le jugement immédiat. Un autre effet utile de cette pratique, c'est qu'elle met à distance la spirale des émotions excessives. Les ratés dans la vie de tous les jours sont souvent amplifiés à cause des réactions émotionnelles incontrôlées. Prendre le temps d'accueillir ces sensations, puis de vérifier la part de réalité et la part d'interprétation, c'est déjà une manière de reprendre la main sur soi. Car en définitive, ce à quoi le stoïcien invite, c'est à se donner les moyens d'agir là où il le peut et d'accepter sereinement ce sur quoi il n'a pas de pouvoir. Mais cette acceptation, elle ne vient qu'à partir d'une vision claire, neutre, non déformée par l'émotion immédiate ou les préjugés. Dans la vie moderne, où tout est évalué, commenté, jugé en permanence, où chaque action peut devenir source d'anxiété à cause du regard extérieur, la discipline de la perception est un antidote précieux. Elle permet de se recentrer chaque jour, de reprendre pied, d'éviter d'être la marionnette de ses sentiments ou de ceux des autres. Si, lors d'un examen, tu es mal noté, il ne tient qu'à toi de constater factuellement ton résultat, de mettre de côté les émotions parasites et d'examiner lucidement ce qui t'a manqué ou ce que tu pourrais faire différemment. Il s'agit toujours de ce même réflexe, revenir au fait, au réel et non s'égarer dans les constructions mentales. De nombreuses pratiques, inspirées par le stoïcisme, visent justement à renforcer cette discipline. Prendre chaque soir quelques minutes pour revisiter sa journée à la lumière des faits, en distinguant ce qui s'est réellement produit et ce que l'on a inventé dans sa tête, c'est déjà un excellent exercice. Cela finit par muscler le regard, habituer l'esprit à voir sans teinter, à observer avant de juger. La neutralité n'est donc pas indifférence, elle est disponibilité à la réalité. Elle permet d'agir utilement à partir de ce qui est et non de se perdre dans des émotions incontrôlées. Un autre bénéfice non négligeable de cette discipline, c'est qu'elle prépare le terrain à toutes les autres pratiques stoïciennes. Si tu n'as pas appris à voir la réalité pour ce qu'elle est, sans distorsion, tu ne pourras ni discerner ce qui dépend de toi, ni accepter sincèrement ce qui t'arrive. Cette neutralité devient la base sur laquelle tous les autres progrès pourront s'appuyer. On évite la précipitation, on ralentit le jeu des pensées, on se donne la possibilité d'un vrai choix pour la suite. En fin de compte, la discipline de la perception est d'une simplicité apparente, mais d'une puissance considérable. C'est chaque jour que tu peux l'entraîner en te faisant la promesse de regarder d'abord, d'analyser ensuite, de décider enfin.
Tout ce qui t'arrive n'est pas une attaque personnelle, ni même une réussite définitive. Ce sont des faits à examiner, des données à prendre en compte, des points de départ pour discuter, apprendre, s'ajuster. La neutralité n'efface rien, elle éclaire juste là où l'émotion rendrait aveugle. Développer cette posture, c'est acquérir cette stabilité mentale qui fait la marque des stoïciens. Savoir garder la tête froide sans devenir indifférent. Agir avec clairvoyance même quand tout pousse à l'affolement. Ce n'est donc pas en cherchant à étouffer tes ressentis, ni en fuyant la réalité, que tu deviendras immunisé à l'échec, mais en entraînant, chaque jour, ton regard pour qu'il distingue le fait brut du commentaire, l'événement du film qui tourne dans ta tête. Plus tu progresses dans cette discipline, plus tu te rends compte qu'en fait, la réalité pure est rarement aussi dramatique ou aussi splendide que les histoires que nous racontons. C'est en la voyant avec neutralité que tu t'accorderas le meilleur tremplin pour affronter avec efficacité et sérénité tous les revers que la vie pourra présenter. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts pour rester positif ou préparé, tu te sens parfois complètement désarmé face à un imprévu ou un échec? Tu as beau te répéter que tout ira bien, ou que tu vas réussir. Ça ne suffit pas toujours à calmer ton anxiété ou à renforcer ta résistance intérieure. Il y a une technique stoïcienne surprenante et efficace pour entraîner l'esprit à supporter les difficultés de la vie et, surtout, à s'immuniser contre la peur de l'échec. La visualisation négative. L'idée peut dérouter de prime abord, parce qu'on est souvent habitué à penser qu'il faut rester positif en toutes circonstances, pratiquer l'optimisme ou la pensée positive, et éviter à tout prix d'imaginer ce qui pourrait aller mal. Pourtant, cette méthode, vieille de plus de 2000 ans, repose sur une observation simple. La peur de l'inconnu, de la perte ou de la catastrophe s'atténue fortement quand on prend le temps d'y penser en avance, de la façon la plus réaliste possible. Pratiquer la visualisation négative, c'est faire volontairement un exercice mental. Tu t'assois, tu prends quelques minutes pour imaginer avec précision un événement désagréable ou redouté qui pourrait t'arriver. Ça peut être de rater un concours, de perdre ton travail, de recevoir une critique, d'échouer dans un projet, ou même d'être déçu par quelqu'un de proche. Il s'agit surtout de jouer le scénario dans ta tête, mais sans exagérer, sans dramatiser et sans t'apitoyer sur ton sort. Le but n'est pas de se faire peur, ni de sombrer dans la négativité absolue, mais de préparer ton esprit à l'éventualité de quelque chose qui, malgré tes efforts, pourrait arriver. Quand les stoïciens parlaient de cet exercice, ils pensaient surtout à s'entraîner à la résilience mentale, à la capacité à ne pas être détruit de l'intérieur quand la vie t'amène une difficulté inattendue. Alors, comment mettre ça en pratique ? Tu peux, par exemple, prendre chaque soir un court moment pour te demander qu'est-ce qui pourrait mal se passer demain, quelles sont les pires nouvelles que je pourrais recevoir. Mais là, le but n'est pas d'attirer le malheur, ni de sombrer dans l'angoisse. On ne cherche pas à provoquer ces situations, mais à se préparer, à simuler l'impact émotionnel qu'elles auraient sur toi. Cette anticipation mentale, au lieu de t'effrayer, va diminuer l'intensité de la peur et surtout t'apprend un truc essentiel. La plupart des pires scénarios ne sont pas insurmontables. Quand tu as déjà réfléchi calmement à l'éventualité de perdre un emploi, tu découvriras presque toujours qu'il te reste des solutions. Contacter des amis, revoir ton CV, tenter d'autres chemins. La visualisation négative, bien menée, évite les surprises trop brutales, diminue l'effet du choc et laisse place à une meilleure organisation de ta réaction. L'une des erreurs classiques quand il s'agit d'affronter l'échec, c'est de croire que le fait de ne jamais y penser va te protéger. Mais le cerveau humain a tendance à exagérer le risque dès qu'il ne sait pas ce qui arrive. Plus tu refuses de regarder en face la possibilité d'un raté ou d'une perte, plus il prend de place dans ton imaginaire, plus la peur s'amplifie en acceptant, au contraire, l'idée que l'échec fait partie de la vie et en t'entraînant à l'imaginer, tu réduis l'effet de surprise et tu apprivoises une émotion qui, sinon, pourrait te paralyser. Tu peux constater qu'en pratiquant régulièrement cette visualisation négative, tu deviens beaucoup plus calme et lucide quand surgit un problème concret. Tu n'as pas nié la réalité, tu t'es juste préparé à l'accueillir. Un point important dans cet exercice, c'est qu'il ne s'agit pas de tourner en boucle sur toutes les tragédies possibles. Tu ne dois pas t'infliger une torture mentale ou t'enfermer dans une vision sombre de l'avenir. La visualisation négative chez les stoïciens est avant tout un entraînement. Comme le sportif qui se prépare à un match difficile, tu prépares ton mental à supporter les coups durs, pour éviter d'être abattu ou dépassé par la peur. Quand tu joues ton petit film intérieur, tu développes en parallèle des solutions, des stratégies et souvent une acceptation de la part d'incertitude qui accompagne la vie.
il est intéressant de constater que, souvent, une fois qu'on a regardé en face son pire scénario, il cesse d'être terrifiant. Quelqu'un qui craint par-dessus tout de parler en public peut, grâce à la visualisation négative, imaginer la situation où il perd ses mots, où il sent le rouge lui monter au visage, où il bafouille. En visualisant calmement l'embarras, il se rend compte que personne ne va le détester, qu'il pourra sourire, s'excuser et recommencer. De la même façon, quelqu'un qui redoute un conflit avec un supérieur hiérarchique peut, par ce travail, imaginer la scène, anticiper les mots, les réactions, et voir qu'au fond, ça ne menace pas sa réputation ou sa valeur. C'est cette réduction du pouvoir de l'angoisse qui est au cœur de la méthode. Tu n'es évidemment pas obligé de visualiser tous les jours la catastrophe. Mais prendre l'habitude de temps en temps de t'imaginer dans la situation que tu redoutes et d'observer posément comment tu pourrais réagir sera déjà d'une grande utilité. Certains utilisent une sorte de rituel en imaginant chaque matin, après le réveil, 1 ou 2 imprévus potentiellement désagréables dans la journée. Puis ils se demandent « Comment je ferais si ça arrivait ?» En général, ce simple détour par la pensée t'offre déjà plus de distance et de liberté intérieure. L'exercice est encore plus efficace si tu notes, par écrit, les scénarios que tu as visualisés, car cela aide à poser les faits à plat, à cesser de les exagérer ou de les amplifier dans ton esprit. Il y a un autre aspect intéressant que soulève la visualisation négative, c'est la question de l'attachement. Tout ce que nous possédons, que ce soit une situation, une réussite, une relation, est fragile par nature. Le fait d'envisager la possibilité de la perte crée une forme de sagesse tranquille. On commence à moins craindre de perdre ce qu'on a. On se prépare à rebondir au lieu d'être obsédé par la sécurité ou la poursuite du succès à tout prix. En te laissant parcourir mentalement une déconvenue possible, tu te libères un peu de la peur de toute perte. Tu apprends à distinguer ce qui dépend vraiment de toi, ta façon de réagir, tes valeurs, ta patience, ton courage, de ce qui ne dépend pas de toi, les circonstances, la décision d'autrui, les retournements imprévisibles du destin. Concrètement, imagine que tu te présentes à un entretien pour un nouveau poste. La plupart des gens préfèrent ne jamais penser à l'hypothèse qu'on leur dise non, comme si ça allait porter malchance. Mais essayez de t'imaginer recevant un refus pour ce poste, observer la déception qui pourrait monter, puis lister ce que tu pourrais faire dans ce cas, demander un retour constructif, postuler ailleurs, revoir tes stratégies. Tout cela réduit l'importance émotionnelle de l'échec. Ce n'est plus un monstre tapi dans l'ombre, mais un tournant possible, prévu, accepté d'avance. Tu seras ainsi moins abattu, moins surpris, plus réactif et même plus serein si l'échec survient. D'un autre côté, s'il ne se produit pas, tu apprécieras d'autant plus la victoire éventuelle sans la prendre comme un dû. La visualisation négative a un effet bien réel sur la gestion du stress. Les études en psychologie contemporaine montrent depuis déjà de nombreuses années que l'exposition imaginaire à une situation redoutée, quand elle est contrôlée et répétée, diminue sensiblement la charge émotionnelle, rend l'événement plus familier et améliore la capacité de retrouver ses moyens en cas d'imprévu. C'est ce principe que les stoïciens avaient compris intuitivement, en pratiquant régulièrement cet exercice du pire. Finalement, ça fonctionne un peu comme un vaccin. Tu t'exposes mentalement à de petites doses de difficultés pour que ton organisme psychologique ne soit pas dépassé le jour où l'événement réel survient. Quand tu choisis de pratiquer cette visualisation, commence par des scénarios simples, puis, à mesure que tu développes ta capacité à supporter la gêne ou la peur, tu peux aborder des situations plus complexes ou sensibles. N'oublie jamais de rester bienveillant envers toi-même pendant l'exercice. Il ne s'agit pas de se juger, mais d'apprendre à accueillir la possibilité d'un échec, d'une perte ou d'un imprévu, sans s'auto-flageller ni alimenter la culpabilité. Plus tu pratiques, plus tu perfectionnes ta connaissance de tes propres réactions, de tes points de fragilité et de tes ressources internes. Pour les étudiants, cet exercice est particulièrement utile à l'approche d'examens importants. Plutôt que d'alimenter l'angoisse en se répétant « je dois absolument réussir », cela peut être pertinent de s'arrêter et d'imaginer « et si je ratais cet examen, que se passerait-il? Comment j'accueillerais la nouvelle? Que pourrais-je mettre en place pour rebondir ?» La plupart du temps, ce détour mental casse l'impression que l'échec serait une tragédie irréparable. Tu comprends alors que la vie ne se joue jamais sur un seul épisode, que des solutions existent presque toujours, et que l'accumulation des expériences, même des revers, construira ta force et ta sagesse. Pour certains, cet exercice de visualisation négative aide aussi à relativiser l'importance de l'opinion d'autrui.
On craint souvent d'être jugé, critiqué, rejeté. En s'entraînant mentalement à affronter la déception ou le rejet, on constate que, même si c'est inconfortable, ce n'est jamais aussi insupportable que ce qu'on imaginait tant qu'on refusait d'y penser. Cela dessert considérablement l'étau de la peur sociale, permettant d'oser davantage, de prendre des risques intelligents dans sa vie personnelle ou professionnelle sans être obsédé par le regard extérieur. Certains moments clés de la vie s'y prêtent particulièrement. Un divorce, une faillite, la perte d'un proche, l'annonce d'une maladie font partie de ces événements dont on craint l'ombre. Plutôt que d'espérer secrètement qu'ils ne se produiront jamais, le stoïcien te propose d'accepter la possibilité de l'imprévu, de l'accident ou de la rupture, et de préparer intérieurement le courage de les traverser. Cela ne veut pas dire que la souffrance est nulle, mais qu'elle sera moindre. Elle est attendue, intégrée, et les ressources prévues pour répondre à l'épreuve. Chaque fois que tu adoptes cette posture, tu dédramatises la tempête. Tu abordes la traversée de la difficulté avec plus de sagesse et de sang-froid. Il existe aussi une application quotidienne de la visualisation négative pour les petits soucis de la vie. Par exemple, prévoir que le métro pourrait être en retard, que ton téléphone pourrait tomber en panne, que tu pourrais être en retard à un rendez-vous, t'aidera à anticiper les ressentis et, surtout, les solutions. Tu peux même te demander qu'est-ce qui serait vraiment le pire aujourd'hui et comment pourrais-je quand même passer une bonne journée si cela arrivait. C'est là que tu crées de la flexibilité mentale, de l'agilité dans ta façon de réagir à l'imprévu. Un autre aspect positif de la visualisation négative, c'est qu'elle nourrit la gratitude. Et oui, quand tu prends le temps de t'imaginer en train de tout perdre, ou au moins de perdre quelque chose de précieux, tu réapprends à apprécier sincèrement ce que tu as, au lieu de le considérer comme allé de soi. Le fait de songer, même quelques instants, à la disparition d'un confort matériel, d'un lien affectif ou d'un privilège, stimule un sentiment authentique de reconnaissance et diminue la frustration et l'ingratitude. C'est un contrepoids à l'habitude, à la grisaille du quotidien, et cela recentre sur l'essentiel. Il est possible d'associer la visualisation négative à d'autres exercices pratiques, comme l'écriture. Par exemple, tu peux tenir un journal dans lequel, chaque semaine, tu consignes les scénarios que tu as visualisés négativement, et tu notes, après coup, tes réactions, les solutions qui te sont venues, les ressources que tu t'es découvertes. Petit à petit, tu constates que rien n'est absolument insurmontable et que, même si les épreuves te mettent au défi, elles ne te brisent pas. Cette lucidité morale, cette capacité à regarder l'échec de face, s'entraîne exactement comme un muscle. Regarde bien, dans la vie réelle, ceux qui réussissent à encaisser les coups durs, qui ne sont pas anéantis par la première difficulté, sont souvent ceux qui avaient déjà envisagé, au moins en partie, les obstacles possibles. Ce n'est pas de la résignation, mais de la préparation. Tu évites le piège de croire que tout doit bien se passer. Tu cesses d'être tributaire du succès immédiat et tu renforces ta capacité à composer avec la vie telle qu'elle est. Finalement, la visualisation négative n'a rien de pessimiste. C'est une manière très pragmatique et réaliste d'anticiper les revers, d'entraîner sa réactivité et d'apprendre à accueillir, sans panique, ce qui sort du scénario idéal. Si tu veux pratiquer cet exercice, rappelle-toi que la régularité compte plus que la durée. Quelques minutes par semaine suffisent à répéter sur les sujets qui te préoccupent particulièrement. Tu peux t'appuyer sur des exemples vécus ou des situations que tu observes chez d'autres pour compléter le tableau et t'élargir l'horizon des réponses possibles, toujours sans sombrer dans la noirceur, sans te noyer dans les scénarios catastrophes. Le but reste la préparation mentale, la solidité intérieure, la tranquillité dans l'adversité. En pratiquant la visualisation négative, tu vas découvrir une chose très précieuse. La peur de l'échec s'affaiblit. Elle ne disparaît pas. Il est humain d'avoir peur, de redouter la difficulté ou la perte. Mais l'épreuve ne te prendra plus au dépourvu. Tu seras moins à la merci de tes émotions et plus capable d'apprendre, de rebondir, de trouver des issues là où la panique aurait tout bloqué. Tu t'autorises à vivre pleinement, sans attendre que le monde te garantisse le succès ou la sécurité absolue. Voilà pourquoi la visualisation négative reste, même aujourd'hui, l'un des exercices les plus puissants pour bâtir une immunité à l'échec. Elle installe cette base de lucidité et de confiance tranquille qui permet d'avancer dans n'importe quelle circonstance. Ceux qui osent y faire face deviennent naturellement plus solides, plus équilibrés et finalement plus libres de donner le meilleur d'eux-mêmes, sans être menacés par les revers que la vie leur réserve.
Ce qu'on remarque souvent quand on s'habitue régulièrement à visualiser le pire, c'est que la peur de perdre le contrôle diminue, mais pas entièrement. Affronter l'incertitude et anticiper avec lucidité la possibilité d'un échec, c'est déjà énorme pour desserrer l'étau de l'angoisse. Mais au quotidien, beaucoup de souffrance mentale et de frustration provient du fait qu'on ne fait pas la différence entre ce qui dépend vraiment de nous et ce qui échappe à notre volonté. C'est ici que les stoïciens proposent un concept clé, super efficace pour rester stable dans les coups durs et préserver sa paix intérieure, la fameuse dichotomie du contrôle. Si tu ne la connais pas, il s'agit d'apprendre à distinguer pour chaque situation ce qui est dans ton champ d'action et ce qui ne l'est pas du tout. Ce discernement paraît simple sur le papier, mais il change littéralement ta façon de réagir à l'échec et même à la réussite, parce qu'il te recentre sur l'essentiel. Dans les faits, la plupart du temps, on mélange tout. On investit beaucoup d'énergie mentale à s'inquiéter pour des éléments sur lesquels on n'a absolument aucune prise. Par exemple, imagine que tu prépares un entretien, un concours, une présentation ou même un rendez-vous important. Tu fais tout ce que tu peux pour te préparer. Tu révises, tu t'entraînes, tu demandes conseil, tu travailles ton dossier ou ton discours. Ce qui dépend de toi, c'est cet effort fourni, ton attitude, ta constance, le travail que tu es prêt à faire avant le jour J. Par contre, le résultat, qu'on te retienne, qu'on t'applaudisse, qu'on te comprenne même ou qu'on te donne une réponse favorable, ça ne dépend pas uniquement de ton action. Énormément de paramètres ne sont pas sous ta maîtrise. L'état d'esprit de la personne en face, ses propres critères, son humeur, les aléas du contexte, voire des éléments extérieurs totalement imprévisibles. Si tu restes fixé sur l'idée qu'il faut absolument que tout se passe selon ton scénario idéal, tu te mets une pression dingue. Et le pire, c'est que tu risques de te décourager ou de t'écrouler à la moindre déception parce que tu crois à tort que tout était entre tes mains. Il existe une vraie liberté dans le fait de recentrer son attention et son énergie sur ce qu'on contrôle, nos pensées, nos efforts, nos choix, nos réactions. C'est un point hyper concret, loin du fatalisme ou du laisser-aller. Par exemple, si tu travailles pour préparer un projet, tu peux décider du temps et de l'attention que tu veux y consacrer, mais tu ne peux pas exiger que tout le monde réagisse comme tu le souhaites ou que les circonstances soient parfaites. La dichotomie du contrôle t'aide à garder l'esprit agile et ouvert. À chaque fois que tu sens la frustration monter ou la peur de l'échec t'envahir, tu te poses la question: est-ce que cette partie-là, je peux vraiment la maîtriser? Si la réponse est non, alors l'objectif est de lâcher prise dessus. Cela ne signifie pas baisser les bras ni être passif, simplement que tu te concentres sur ce qui mérite ton implication et que tu laisses couler le reste. Être lucide sur ce qui est de ton ressort, c'est une arme contre la rumination et la dévalorisation. La plupart de la souffrance liée à l'échec émotionnel vient de l'illusion d'un contrôle total. On croit qu'on aurait pu tout empêcher, tout deviner, tout corriger en anticipant chaque paramètre, et c'est faux. Même avec les meilleures intentions, la plus grande préparation du monde, il existera toujours une part d'aléas. Ceux qui arrivent à îloter leur paix intérieure, ce sont ceux qui comprennent que la qualité de leur action compte plus que l'obligation d'un résultat fixé à l'avance. Il y a une grande sagesse dans ce recentrage. Tu deviens inébranlable, non pas parce que tu es sûr de réussir partout, mais parce que tu sais que tu peux faire de ton mieux et accepter que, parfois, ça ne suffise pas, tout simplement parce que la réussite finale ne dépend jamais à 100% de toi. Dans la pratique, apprendre à faire cette séparation demande un minimum de vigilance sur tes propres pensées. Imagine, par exemple, que tu passes une épreuve sportive. Tu peux choisir ton entraînement, ton alimentation, la qualité de ton sommeil, mais tu ne peux ni contrôler la météo le jour J, ni la forme physique de tes concurrents, ni même certains coups du sort totalement imprévisibles. Ce qui change tout, c'est ta capacité à te dire « j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, je laisse le reste à la vie ». Ce positionnement t'évite la torture mentale qui surgit quand tu mélanges l'action et ses conséquences. Beaucoup de gens s'effondrent après un échec parce qu'ils pensent que c'est entièrement de leur faute, qu'ils auraient dû pouvoir tout prévoir. C'est une immense erreur qui mine la confiance et fait le lit de la culpabilité stérile. L'autre versant de la dichotomie du contrôle, c'est l'humilité. Reconnaître qu'on ne tient pas toutes les ficelles, ce n'est pas se diminuer. C'est se rappeler qu'on fait partie d'un monde complexe, où 100 paramètres sont en jeu à chaque instant. Du coup, tu n'as plus besoin de tout porter sur tes épaules. Cette prise de conscience soulage énormément. Elle éclaire aussi la manière d'envisager le succès. Si demain, une proposition te tombe dessus sans que tu l'aies cherchée, tu profites du moment, mais tu ne l'interprètes pas comme la preuve de ta valeur absolue.
Ça t'aide à rester équilibré même quand la roue tourne en ta faveur ou en ta défaveur. Beaucoup de personnes, dans la vie réelle, laissent leur humeur et leur estime d'elles-mêmes balancer au gré des jours qu'elles jugent bons ou mauvais, selon des critères qu'elles ne maîtrisent que partiellement. Mais une grande partie du stress moderne, des ruminations, des frustrations au boulot, dans les études ou les relations, viennent du refus d'admettre que tu ne possèdes pas le pouvoir absolu de tout guider à la perfection. Prendre conscience de ta sphère véritable d'action, c'est libérateur, car tu n'es plus esclave des événements. Tu deviens acteur de ce que tu peux changer et observateur pragmatique pour le reste. En s'appuyant là-dessus, tu peux aussi améliorer tes relations avec les autres. Quand tu te disputes, par exemple, il est assez rare que tu puisses contrôler la réaction de l'autre, son humeur ou sa volonté d'écouter. Mais tu peux choisir tes mots, ton ton, ton intention. La dichotomie du contrôle pousse à mettre le focus sur ta part, tout en admettant que le reste, c'est le terrain de jeu de la vie, de la liberté d'autrui, du hasard. Ça enlève beaucoup de conflits inutiles et de déceptions, parce que tu sais que ton boulot, c'est d'agir du mieux que tu peux. Point final. Au quotidien, ce réflexe devient, à force, un véritable mode de vie. Dès que tu sens monter la pression dans un projet, la peur de décevoir, la crainte de l'inconnu, tu reviens à la base. Qu'est-ce qui dépend réellement de ce que tu décides, fais, ressens, et qu'est-ce qui relève du hasard, du choix d'autrui, du temps qu'il fait dehors ou de la boîte de réception d'un recruteur? En procédant ainsi, tu évites les auto-reproches permanents et tu développes ce sentiment d'avoir fait ta part, ce qui est déjà énorme pour l'estime de soi. C'est en t'habituant à cette gymnastique mentale que tu vas traverser les échecs avec une stabilité émotionnelle bien supérieure à ceux qui veulent tout posséder ou tout anticiper. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'avoir des objectifs ou de l'ambition, seulement que le vrai pouvoir se trouve dans la façon de mener ses actions, pas dans l'exigence obsessionnelle du succès. La réussite, quand elle vient, c'est aussi parfois la rencontre de la préparation et d'un contexte favorable. L'échec, quand il arrive, c'est très souvent la conséquence de facteurs multiples, parmi lesquels tes choix ne comptent que pour une partie. Changer ta perspective sur ça rend beaucoup plus simple la gestion du stress, mais aussi la capacité à rebondir et à apprendre après un revers. Un aspect qui aide beaucoup, c'est d'anticiper mentalement cette séparation un peu comme un réflexe. Dès que tu entres dans une situation à enjeu, pose-toi la question de la maîtrise réelle. Tu vas voir, c'est libérateur et ça devient vite un mode de pensée automatique qui t'épargne d'innombrables montées d'angoisse ou de violence inutiles envers toi-même ou envers les autres. C'est un vrai gain d'énergie et surtout, cela rend ton effort plus authentique car tu sais pourquoi tu fais les choses et ce sur quoi tu peux influer. Les personnes qui pratiquent sérieusement cette approche vivent mieux les échecs et se relèvent plus vite. Leur mental n'est plus rivé au résultat, mais aligné avec l'intention, l'action, le geste juste. Cette philosophie-là, très concrète, te protège contre les coups de blues après un accident de parcours et t'aide aussi à savourer les victoires de manière humble et réaliste, sans excès d'orgueil ni sentiment d'invulnérabilité temporaire. Le plus grand bénéfice, avec la dichotomie du contrôle, c'est de sortir de la confusion entre réussite personnelle et reconnaissance extérieure. Tu peux agir avec intégrité, honnêteté, courage, sans être prisonnier du regard des autres ni des circonstances. Ce découplage entre l'engagement sincère dans tes actes et l'accueil lucide du résultat, c'est une clé pour rester mentalement solide et concentré, peu importe l'évolution de la situation. Les stoïciens considéraient cela comme un exercice quotidien d'autonomie psychique. Tu es responsable de te donner les moyens, mais tu ne peux pas vivre avec l'illusion qu'il existe une formule magique pour contrôler la totalité de ta vie. Avec l'habitude, tu développes une meilleure tolérance à l'incertitude. Tu ne te fais plus piéger par l'idée que l'échec serait honteux ou intolérable. Au contraire, tu te centres sur ce que tu peux apprendre, corriger, répéter ou améliorer. Mais tu ne gaspilles plus ton énergie à vouloir forcer des résultats qui dépassent ton terrain d'action. Cette vision réaliste rend tes progrès plus sereins parce que tu ne campagnes plus pour une perfection imaginaire, mais pour une cohérence entre ton effort et tes valeurs, sans pression excessive sur l'issue finale. Dans la vraie vie, cette posture t'évite aussi de te comparer sans fin aux autres, ce qui est une source majeure d'insatisfaction et de découragement.
Tu sais que chacun doit composer avec une part de hasard, de chance, de contexte, de relation, et donc que te flageller parce que tu n'as pas eu exactement le même parcours qu'un collègue ou un ami n'a strictement aucun sens. Au lieu de jalouser ou d'envier la trajectoire d'un autre, tu te concentres sur la tienne, avec calme, en cherchant à donner le meilleur de toi-même dans les limites, certes réelles, de ce qui t'appartient entièrement. Prendre en main son action et accepter de lâcher sur le reste, c'est donc exactement ce qui te permet de tenir, de durer, de ne pas te laisser dévaster par des rebondissements inattendus, des refus, des critiques ou des imprévus de dernière minute. Tu gagnes en solidité, en stabilité émotionnelle et en confiance envers ton parcours, même s'il n'est pas linéaire ni parfait. Et tu peux alors, sans culpabilité ni peur exagérée, réessayer, persévérer ou changer ton angle d'attaque si jamais une porte se ferme. Cette façon de raisonner, d'un côté, décourage la victimisation inutile, de l'autre, elle dégonfle la tendance à s'auto-déprécier à la moindre difficulté. Tu apprends à voir tes succès et tes échecs pour ce qu'ils sont, le résultat d'une combinaison, pas d'une solution miracle, ni d'une faute originelle irréparable. C'est extrêmement rassurant pour qui affronte chaque jour les hauts et les bas dans sa vie pro, ses études, ou même dans ses relations personnelles, car tu peux enfin cesser de douter de ta valeur à chaque instant. La dichotomie du contrôle, appliquée sérieusement, transforme donc ta gestion des projets, ton rapport à l'autre et surtout le dialogue intérieur que tu as avec toi-même. Tu te parles avec plus de bienveillance. Tu sais distinguer une erreur de stratégie, une part d'ignorance ou un manque d'expérience, de tout ce qui relève de la météo, du destin ou des milliards de détails que tu ne peux anticiper. Et tu évites ainsi le piège du regret toxique, qui ronge le moral et fait perdre du temps au lieu de bâtir l'avenir sur ce que tu as appris. Mettre cette vision en pratique, c'est aussi sortir du mode automatique de la plainte où la frustration domine, pour entrer dans une logique d'acceptation active. Orienté action. Ça ne rend pas tout facile ni immédiat, mais ça rend tout plus léger à vivre. Avec ces outils, tu réussis à aborder chaque nouvelle étape sans être enfermé dans l'angoisse de l'échec, ni dans l'hubris d'un succès passager, mais dans l'équilibre et la capacité à recevoir ce qui vient avec souplesse, force et réalisme. Et puis, quand tu arrives à te fixer sur ce que tu peux vraiment contrôler, tu découvres une attitude qui change ta manière de vivre presque instantanément. Il s'agit de ne pas seulement accepter passivement ce qui arrive, mais carrément d'apprécier tout ce que la vie t'envoie, même les obstacles et les déceptions. Cette approche porte un nom particulier chez les stoïciens, c'est l'amor fati. Cela veut dire littéralement aimer son destin. En fait, c'est un mode de vie où tu essayes d'aller au-delà de la simple résignation ou de l'acceptation pour trouver une forme de consentement joyeux ou confiant face à tout événement, succès comme difficulté, victoire comme revers. C'est un défi, je ne vais pas te mentir, mais c'est précisément ce repositionnement intérieur qui rend la pratique stoïcienne aussi puissante dans les moments où tout bascule. Ce qui est frappant avec ce regard, c'est la transformation presque immédiate du rapport à l'échec. Souvent, quand une galère te tombe dessus, ton premier réflexe, c'est de penser que la vie s'acharne ou que tu n'as vraiment pas de chance. Mais la pratique stoïcienne de l'amor fati t'invite à accueillir l'événement comme une donnée de la réalité, sans chercher à t'y opposer mentalement. Beaucoup de gens passent du temps à se lamenter que les choses ne soient pas différentes, à ressasser des « si seulement », alors qu'en fait, rien ne change par le simple fait d'espérer un autre scénario. Aimer ce qui se présente, c'est cesser de gaspiller de l'énergie à lutter contre le courant et réserver toute son attention à comment vivre et grandir dans la situation, même si elle contredit tes plans. Adopter une telle attitude, ce n'est pas se forcer à sourire bêtement devant la galère ou à prétendre que tout va bien. C'est plutôt reconnaître que chaque expérience, même celle que tu aurais préféré éviter, fait partie de ce qui va façonner ta personnalité. Par exemple, admettons que tu rates une promotion au boulot. La réaction habituelle, c'est d'être déçu, amer ou frustré, parfois rancunier. Mais avec l'amor fati, tu peux regarder l'épisode différemment. Il est là, comme une étape imposée, ni bonne, ni mauvaise en soi. Ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire. Peut-être que ça ouvre d'autres portes. Peut-être que ça t'oblige à questionner tes priorités ou à développer de nouvelles compétences. L'idée, ce n'est pas de tout aimer dans la souffrance, mais d'aimer d'apprendre à travers ce qui paraissait d'abord un mur. Ce rapport positif et actif au destin rend la vie beaucoup plus fluide. Tu entres dans les événements en cherchant la part de leçon, la part de défi, la part inattendue aussi. L'obstacle, tu ne le vis plus comme une injure personnelle, mais bien comme une donnée
donnée neutre sur laquelle tu vas agir et te construire. Et ça change énormément de choses côté moral, parce que tu ne gaspilles plus ta force mentale à te plaindre ou à t'inventer d'autres versions de l'histoire, tu deviens beaucoup plus réactif et résilient. L'amor fati renverse un peu la vapeur. Au lieu de te demander pourquoi la malchance te poursuit ou pourquoi rien ne marche selon tes désirs, tu déplaces l'attention sur quels outils tu peux forger, quelle lucidité tu peux gagner au fil des épreuves ou même des tracas les plus banals du quotidien. Dans la pratique, ça peut commencer par très peu de choses. Supposons que tu dois attendre longtemps à un rendez-vous, alors que tu détestes perdre ton temps. Première réaction, probablement de râler ou de t'impatienter. Mais si tu essayes l'amor fati, tu acceptes l'attente, tu ne la combats pas mentalement et tu décides d'en faire un moment utile ou agréable malgré tout pour réfléchir, observer autour de toi ou te recentrer. Appliqué à des revers bien plus sérieux, ce réflexe te donne un ancrage. Par exemple, une relation qui finit, un investissement qui tombe à l'eau, une mauvaise nouvelle qui arrive par surprise. Tu as le droit de ressentir de la tristesse ou de la colère, mais refuser l'événement n'apporte rien de constructif. Le stoïcien puise alors la ressource de se dire « c'est là, ce n'est pas mon choix, mais je vais apprendre à l'intégrer et à me renforcer avec ». Une fois cette posture prise, quelque chose de plus grand s'opère. Tu désamorces la tentation de te poser en victime du sort. Bien sûr, certains boulots échouent parce que tu n'es pas encore prêt, que l'écosystème est défavorable ou que tu as manqué de lucidité, mais la grande différence, c'est que tu n'aggraves pas la situation en t'enfonçant dans le ressentiment contre le monde, contre les gens ou contre toi-même. L'amor fati, ce n'est pas dire que tout est parfait ou souhaitable. C'est reconnaître que ce qui advient, une fois là, appartient à la trame de ton existence, et peut, si tu l'abordes avec esprit ouvert, t'amener plus loin même que tu n'aurais aimé. Des personnes qui pratiquent ça montrent une robustesse mentale exemplaire. Tu les vois traverser des galères sans que cela les brise, repartir sur autre chose, garder le goût d'essayer et de croire à d'autres issues. Cela ne veut pas dire qu'ils souffrent moins ou qu'ils hésitent moins, mais qu'ils perdent moins de temps et d'énergie à refuser ce qui ne dépend plus d'eux. Il existe de nombreux cas où un échec cuisant vécu dans cet esprit aboutit à une réorientation de vie, à de nouveaux apprentissages, à la découverte de réserves de patience ou de créativité qui n'étaient même pas soupçonnées. Ce n'est pas un miracle, c'est juste l'effet de ne pas tout voir à travers la grille du « pourquoi moi ?», mais à travers « qu'est-ce que je peux en faire ?» Avec l'amor fati, tu gagnes aussi une tranquillité qui se voit dans les petites frustrations du quotidien. Quand tu acceptes, par exemple, qu'une journée soit pleine d'imprévus, que certains objectifs sont bousculés par le contexte, tu t'adaptes au fur et à mesure. L'agacement n'a plus autant de prise sur toi. Petit à petit, tu développes une sorte de confiance fondamentale en la capacité d'accueillir l'inattendu, d'absorber les coups et de transformer même les pertes en occasion de croître. C'est un travail plus intérieur que spectaculaire, mais son effet cumulé sur le moral et sur l'énergie est incroyable quand tu y prêtes attention sur plusieurs mois ou années. Il y a aussi l'idée que plus tu entres dans cette logique d'amour du destin, moins la vie te fait peur. Puisqu'aucun événement ne peut vraiment ruiner ton état intérieur, tu oses plus facilement, tu prends des risques réfléchis, tu t'exposes, tu lances des projets sans l'épouvante de l'échec absolu. C'est en quelque sorte l'effet inverse du repli sur soi. Alors que beaucoup de gens s'empêchent d'agir pour éviter à tout prix l'échec, ceux qui cultivent l'amor fati sont souvent ceux qui rebondissent le mieux, parce qu'ils acceptent que la route sera semée d'embûches et que cela fait naturellement partie de l'aventure. Ce rapport détendu et confiant à l'incertitude a une autre conséquence précieuse. Cela te préserve du cynisme ou de la résignation. Tu ne tombes pas dans l'indifférence froide ou dans la logique du « à quoi bon ?» Au contraire, tu restes mobilisé sur ce que tu veux tenter, mais tu ne relis plus ta valeur personnelle ou ton bonheur unique à la condition d'un succès garanti. Cette disponibilité à recevoir ce que la vie te donne, à te retrousser les manches, quelles que soient les circonstances, ça redonne sens aux épreuves et fait grandir l'estime de soi. Il ne s'agit jamais de renoncer, mais de retourner les cartes, de trouver comment l'usage de ce qui est là peut devenir bénéfique, ou à tout le moins acceptable. Il est clair que c'est une démarche qui exige un peu d'entraînement, surtout quand quelque chose frappe durement, quand l'émotion est vive, quand le corps ou la situation semble te clouer au sol. Mais même dans ces moments-là, commencer par suspendre le refus mental de ce qui arrive, puis essayer d'apprivoiser la suite, permet de débloquer bien des situations. Les personnes qui avancent dans cette voie disposent généralement d'une force de récupération très supérieure à ceux qui restent figés dans la plainte ou la colère inefficace. L'énergie non dépensée à ruminer le passé sert alors à t'accompagner dans ta reconstruction ou dans la recherche de nouveaux objectifs, ou même du simple bien-être.
Au fil du temps, la mort fati n'engendre pas de résignation, mais un certain enthousiasme pour l'improbable, pour le défi, ou parfois même pour le bizarre. Tu deviens moins exigeant quant à la forme des résultats, plus content de l'effort lui-même. Les variations de parcours, les accidents de trajectoire, les déceptions auxquelles tu fais face sont alors perçus comme des passages, des tremplins ou des expériences qui, tôt ou tard, révèlent leur petite part d'utilité ou de leçons profondes. Tu perds ainsi le réflexe de t'auto-juger uniquement sur des critères de performance ou de réussite externe. La vie prend alors des couleurs moins tranchées. L'échec n'est jamais définitif. Tout est susceptible d'évolution ou de recyclage intérieur. Ce point de vue donne du relief à la gratitude. Puisque tu considères ce qui arrive comme une occasion, même si elle ne ressemble pas au plan de départ, tu déniches souvent de nouveaux motifs de reconnaissance dans des événements très ordinaires. Une porte fermée, une erreur, une déception sont prises en compte dans l'ensemble de ton histoire, pas comme des exceptions ou des injustices. Cela modifie l'ambiance globale. Tu te plains moins, tu attends moins du monde qu'il s'aligne à toutes tes attentes. Et, naturellement, tu ressens plus de paix au quotidien. Ce n'est pas une paix forcée ou feinte, mais une vraie diminution des conflits intérieurs qui empestent bien souvent la vie de celui qui lutte en permanence pour que la réalité corresponde à ses caprices. Quelqu'un qui arrive à ce niveau d'acceptation active et d'adaptabilité découvre parfois aussi une ouverture à l'autre parce qu'il n'a plus besoin de se battre en permanence contre tout ce qui pourrait contrarier ses ambitions ou ses désirs immédiats. Le confort mental vient de cette acceptation du déroulé de l'existence, avec tout ce qu'elle contient d'inattendu, d'absurde ou même parfois de douloureux. Tu peux alors consacrer le surplus de ta conscience et de tes efforts à aider, à écouter, à coopérer, à chercher des solutions collectives, plutôt que de chercher à changer la scène en solo à tous les coins de rue. Il y a même une dimension très pratique à cet amour du destin. Au lieu de penser que dès qu'un plan échoue ou qu'un projet tombe à l'eau, tout est fini, tu développes un réflexe d'adaptation accéléré. Face à une surprise ou à une difficulté, tu gagnes du temps mentalement. Tu passes plus vite du choc initial à la recherche d'une nouvelle étape, d'une autre approche ou d'un apprentissage précieux à retirer. Ça ne veut pas dire arrêter de prévoir, ni de rêver, mais intégrer que chaque bifurcation n'est pas une claque, mais très souvent une redirection utile que tu n'aurais pas choisie, mais qui t'offrira peut-être à terme de belles surprises. Si tu veux commencer à intégrer un peu d'amour fati dans ta propre vie, n'imagine donc pas avoir à tout aimer de force ou à avaler toutes les pilules sans rien ressentir. Ce n'est pas le déni ou la censure de ta colère ou de ta déception, c'est plutôt un sens de l'ouverture et de l'humilité. Tu n'as pas toutes les cartes, tu ne peux pas prévoir tous les coups, alors autant jouer ce qui se présente sans perdre une part de toi dans la lutte contre l'inéluctable. Au quotidien, cela t'épargne des tensions, te rend plus disponible émotionnellement et, surtout, donne une sacrée dose de légèreté dans l'affrontement des revers. Résister mentalement à ce qui est déjà là ne fait jamais avancer. Ceux qui lâchent cette résistance offrent bien plus d'espace à la créativité, à la rencontre et à l'énergie renouvelée pour tenter la prochaine étape. Avec les années, tu verras que ce n'est pas tout le monde qui réussit à adopter cette philosophie du destin aimé, mais chaque pas dans cette direction soulage et renforce. On croise rarement des personnes qui regrettent d'avoir moins lutté contre le hasard, mais si souvent ceux qui souhaitent avoir profité plus tôt de se lâcher prise. En réalité, quand tu regardes ceux qui semblent indestructibles ou paisibles dans la tempête, c'est très souvent cette posture qui explique la différence. Pas une recette miracle, juste une façon d'être et de se mouvoir dans la vie quotidienne avec moins de crispation, plus de souplesse et un vrai engagement à transformer, jour après jour, tout ce que la réalité propose, obstacles compris, en matériaux vivants pour ta propre évolution. Quand on s'habitue à transformer toute situation, bonne ou mauvaise, en matière à évoluer, ce qui devient très clair aussi, c'est à quel point notre rapport à la réussite ou à l'échec dépend du regard qu'on porte sur l'extérieur et sur les opinions des autres. Ça peut sembler évident, mais la société nous baigne dès l'enfance dans l'idée que réussir, c'est obtenir reconnaissance, statut ou admiration. Du coup, rater quelque chose serait honteux, voire synonyme d'une faible valeur personnelle. Pourtant, en y regardant de plus près, la philosophie stoïcienne propose une toute autre perspective. Mettre au centre non plus la vie du monde, ni même le score du moment, mais la solidité intérieure. Et ça change absolument tout dans la façon de vivre les hauts et les bas. Ce que les stoïciens appellent la pratique de l'indifférence, c'est ce réflexe de ne pas accorder trop d'importance à la louange comme à la critique, au jugement positif aussi bien qu'au jugement négatif. En d'autres termes, ce qu'on t'attribue de mérite ou ce que l'on t'enlève ne détermine pas ta vraie valeur.
Beaucoup de gens s'épuisent dans la poursuite d'une image irréprochable, rêvent d'être plébiscités à chaque étape, redoutent de décevoir ou d'être mal vus, et vivent donc les petites défaites comme des drames personnels majeurs. L'approche stoïcienne, elle, propose de relativiser concrètement tout ça et d'apprendre à vivre comme si l'opinion collective était une brise passagère. Elle souffle, mais elle ne bouscule pas ta structure intime. C'est facile à dire, mais comment fait-on au quotidien ? Tu peux déjà observer où et quand tu accordes trop d'importance à la validation extérieure. Quand tu publies une photo, un projet ou même une idée, si ta première pensée tourne autour du nombre de likes, de félicitations ou d'encouragements reçus, tu es encore dépendant de la reconnaissance sociale. De la même façon, quand tu te sens abattu après une remarque critique, un classement en bas de tableau, un commentaire un peu sec d'un collègue ou d'un supérieur, c'est le signe d'une attache à l'image. Cet attachement pèse sur ton humeur, parfois même sur ta santé mentale, parce qu'il te rend vulnérable à chaque micro-événement public. Les stoïciens, eux, s'entraînent à s'évaluer d'après leurs propres critères, en fonction de leurs intentions profondes et non pas du feedback immédiat du public. Au fil des jours, cette capacité grandit. Si demain tu proposes un projet qui ne rencontre pas le succès, la première tentation peut être de douter de soi, voire de tout abandonner. Si, au contraire, tu reçois un trop-plein d'éloges, tu risques de t'y accrocher, de t'attacher à une image flatteuse et d'en dépendre ensuite pour te sentir vivant ou brillant. Or, la vraie stabilité, c'est d'avancer, dans la reconnaissance que ces retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, ne sont pas des verdicts gravés dans le marbre. Ils reflètent toujours la subjectivité d'un moment, d'une mode, d'un public, d'un contexte spécifique, rarement la véritable portée de tes efforts ou de ta valeur. Ce regard distancié, on peut tout à fait le cultiver sans devenir froid ou cynique. Il ne s'agit pas de mépriser les appréciations ou de réclamer l'indifférence totale, mais de se rappeler à chaque instant que la seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ta démarche, ta sincérité, ta constance à agir selon tes principes. Par exemple, un étudiant peut fournir un travail remarquable dans des conditions difficiles et, selon l'œil du professeur, recevoir une note moyenne. Appliquer l'indifférence stoïcienne, ce n'est pas décider que plus rien ne compte, ni rêver d'une immunité affective absolue, mais retrouver l'équilibre. La note pèse moins que le progrès réel, le regard des autres est un indicateur, mais jamais la totalité de la vérité sur toi. C'est la même chose dans la vie professionnelle. À chaque succès attribué à l'équipe, à chaque critique à propos d'un projet, à chaque promotion ou à chaque oubli dans les félicitations, tu as le choix de t'approprier émotionnellement tout ce qui vient du dehors ou bien de rester centré sur ce que tu peux maîtriser, à savoir ton investissement, ta droiture, ton évolution. Cela évite de sombrer dans la course à la récompense ou dans la peur paralysante du rejet. Tu peux alors goûter les éloges sans en devenir prisonnier, encaisser les déceptions sans t'effondrer ou perdre ton élan. En pratique, cette posture protège contre les oscillations d'humeur liées à l'instabilité du monde extérieur. Quand tu ne fais plus dépendre ton bien-être de l'opinion d'autrui, tu retrouves un terrain beaucoup plus solide pour avancer. Les moments où tu te sens remis en question deviennent des occasions d'évaluation honnêtes, mais ne te brisent pas. Et si tu reçois une reconnaissance inattendue, tu l'apprécies comme un encouragement, pas comme une nouvelle identité qui doit être défendue à tout prix. Il y a aussi une dimension sociale très bénéfique à pratiquer cette indifférence intelligente. Moins sensible au jugement, tu t'ouvres à la possibilité de prendre plus d'initiative, de proposer, d'innover, même au risque de te tromper. Ce détachement face à la critique donne du courage et de la liberté. Tu n'es plus sur la défensive. Tu n'anticipes pas constamment le rejet ou la moquerie. Tu peux alors donner le meilleur et essayer sans crainte constante du regard des autres. Ça renforce la créativité, la tolérance à l'incertitude, et ça calme beaucoup d'anxiété inutile qui parasite la concentration ou l'envie d'avancer. Beaucoup de personnes pensent à tort que cultiver l'indifférence revient à devenir insensible, voire égoïste. Mais la nuance stoïcienne est importante. Il ne s'agit jamais de ne plus tenir compte de l'environnement, ni d'arrêter d'écouter les avis qui permettent de progresser. La vraie différence, c'est que la validation vient d'abord de ton alignement intérieur. As-tu fait ce que tu considères juste? As-tu agi selon tes objectifs, tes références? Quand ça, c'est cohérent, le reste n'a plus le pouvoir de bouleverser profondément ta trajectoire. Un pilier pour rendre cette pratique durable, c'est d'adopter des rituels, même très simples, qui te recentrent sur l'essentiel. Tous les soirs, tu peux te demander ce dont tu es fier dans tes efforts, pourquoi tu fais ce que tu fais, et si tu es fidèle à tes principes, peu importe la sanction extérieure.
Ce retour à soi, répété chaque jour, protège progressivement du piège de l'immédiateté, de l'évaluation en continu par la société ou les réseaux sociaux, et redonne une dignité qui ne dépend ni du hasard, ni du goût du public. Mieux, ça rend beaucoup plus fort face aux périodes creuses, aux refus, aux phases où rien ne semble aller comme on l'aurait voulu. Dans la sphère privée aussi, cette indifférence bien comprise règle bien des conflits invisibles. Plutôt que de chercher à plaire coûte que coûte ou d'attendre en permanence une preuve d'amour, tu peux t'appuyer sur le sentiment de ta propre valeur. Tu écoutes, tu ajustes quand c'est utile, mais tu n'attribues plus à l'autre le pouvoir de définir ton identité. Ça allège les relations, ça aide à se positionner avec authenticité et ça évite de se perdre dans la suradaptation. On ne peut évidemment pas y arriver du jour au lendemain, mais chaque effort pour cesser de mesurer sa qualité humaine à l'aune du retour immédiat des autres vaut la peine parce qu'il rend la vie intérieure plus stable. Ce n'est pas tout. Moins affecté par le bruit du monde, tu sais sur quoi focaliser ton attention et tes ressources. Au lieu de disperser ton énergie à essayer de convaincre ou de séduire tout le temps, tu peux investir davantage dans ce qui a vraiment du sens, tes apprentissages, tes passions, tes vrais liens. Les échecs deviennent alors des étapes, pas des désastres identitaires. On découvre en soi la capacité de recommencer, d'oser, d'ignorer, d'apprendre plus vite, parce qu'on ne s'embarque plus déjà dans le jugement des spectateurs invisibles à chaque pas. Si tu veux tester toi-même cette philosophie, commence par de petites expériences. Réfléchis à ce qui t'a blessé ou flatté récemment, et au lieu de ruminer dessus, demande-toi en quoi ces avis sont vraiment déterminants, ou si c'est simplement leur écho qui résonne en toi. Essaie de te rappeler tes moments de satisfaction personnelle qui ne devaient rien au public. Rappelle-toi aussi toutes les fois où une déception sociale a mené, après coup, à une prise de conscience utile ou à une libération d'énergie pour autre chose de plus important. Il faut rappeler que l'indifférence stoïcienne, ce n'est pas une anesthésie. Tu continues à ressentir, à espérer, à apprécier les compliments quand ils viennent, à entendre la critique pour progresser. Mais tout ça glisse sur une couche de calme retrouvée. Tu n'es plus suspendu à un fil. L'autre n'a plus les clés de ton humeur ni de ta destinée. Ça se traduit très concrètement dans la capacité à discuter, à dialoguer sans être sur la défensive, à oser l'humour ou à reconnaître qu'on ne sait pas sans craindre d'être mal vu. Et ça, dans le monde complexe d'aujourd'hui, c'est une petite révolution au quotidien. Petit à petit, tu expérimenteras que cette posture donne une liberté folle. Imagine la paix mentale qui s'installe quand tu ne te sens plus obligé de prouver en permanence quelque chose à quelqu'un. Tu peux échouer, recommencer, changer de direction sans que ce soit vu comme une tragédie ou un scandale. La réussite externe ne devient plus ta boussole principale. Elle reste agréable, parfois précieuse, mais elle n'a plus le pouvoir de t'enchaîner. Ce changement d'état d'esprit fait de toi quelqu'un qu'on ne peut ni déstabiliser par un mot de travers, ni manipuler avec les faux semblants du paraître. Finalement, ce qui compte dans cette manière d'être, c'est la construction d'une solidité interne qui te suivra dans toutes les étapes de ta vie. La résilience grandit, la confiance ne tremble plus à chaque bourrasque, et le temps perdu à comparaître, à s'excuser éternellement ou à craindre le ridicule, est récupéré pour avancer, créer, réseauter sainement. Ceux qui vivent selon cette indifférence ne sont pas à l'abri de l'erreur ou de la critique, mais leur trajectoire ne dépend plus totalement des caprices de l'opinion collective. En cultivant ce recul, tu peux traverser les périodes de doute, les imprévus, les jours de gloire comme les jours de tempête, avec la même constance d'efforts solides et sincères. Et ça, sur la durée, c'est sans doute l'un des meilleurs alliés que tu peux te donner face à l'incertitude et à l'échec. Quand tu parviens à prendre du recul face au jugement des autres et à ne plus dépendre de l'opinion extérieure pour ton équilibre, il y a une autre habitude qui s'impose naturellement pour renforcer ta forteresse mentale, l'auto-examen quotidien. C'est l'un des réflexes les plus précieux qu'on puisse s'offrir si on veut apprendre à travers ses succès, comme à travers ses erreurs, et continuer à progresser sans tomber dans la dévalorisation ni l'arrogance. Cela consiste simplement à instaurer un petit rituel le soir, ou à la fin de chaque journée, pour repasser en revue ce que tu as vécu, comment tu y as réagi, puis en tirer des leçons pour modifier ou affiner certains comportements le lendemain. Ça peut paraître très basique sur le papier, mais en réalité, c'est un des secrets de ceux qui savent rebondir après un revers au lieu de s'enliser dans la déception. Faire l'auto-examen, c'est avant tout se donner la permission de regarder sa réalité en face, sans fioriture, sans filtre, sans se mentir, ni s'auto-flageller. Tu prends quelques minutes.
parfois même juste 5 ou 10, pour repenser aux moments clés de ta journée. Où as-tu brillé? Où t'es-tu perdu? Qu'as-tu ressenti? Dans quelles circonstances tu as agi par automatisme ou bien par choix réfléchi? Ce retour sur soi n'a rien du procès. Il ressemble plutôt à une conversation honnête que tu peux avoir avec toi-même, du genre « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu être géré autrement ?» Ce qui est formidable avec cette habitude, c'est que plus tu la développes, plus tu t'améliores sans même t'en rendre compte. Les stoïciens, comme Sénèque ou Marc Aurèle, utilisaient ce principe tous les jours pour ne pas laisser leurs émotions ou leurs automatismes décider à leur place sur le long terme. Dans notre monde moderne, l'auto-examen reste une arme très utile parce que notre quotidien est rempli de stimulation, de distraction et d'occasions de réagir sur le vif. C'est justement ce retour en arrière, même très bref, qui permet d'entretenir une vision plus claire de qui tu es et de la direction dans laquelle tu vas. Ça t'empêche de fonctionner seulement en mode survie ou suivant la foule, car à chaque étape, tu peux faire le point sur ce qui est cohérent avec tes valeurs et ce que tu souhaiterais rectifier. Dans la pratique, tu peux commencer, le soir, avant d'aller te coucher, par te poser quelques questions très simples. Est-ce que j'ai agi selon mes vraies convictions aujourd'hui? Quelles erreurs ai-je commises et pourquoi? Quel succès semble venir d'un vrai effort ou d'une chance? Ai-je blessé quelqu'un par mes mots ou mes actes? Volontairement ou non? Ce ne sont pas des questions pour se faire peur ou pour cultiver la culpabilité. C'est tout le contraire. Il s'agit de favoriser la lucidité, l'humilité et le désir de grandir. Même 5 minutes passées à te regarder en face valorisent énormément ton parcours, parce que tu cesses de te voir seulement à travers les yeux des autres ou de la société. Tu sais, beaucoup de personnes évitent ce moment de bilan personnel parce qu'elles craignent de tomber sur leurs défauts ou de devoir affronter une image imparfaite d'elles-mêmes. Mais le paradoxe, c'est que plus tu prends l'habitude d'observer tes défauts sans jugement violent, plus ceux-ci diminuent d'impact. Tu t'habitues à identifier les petites glissades, à voir où tu t'énerves trop vite, où tu fuis un défi, où tu baisses les bras, ou, au contraire, où tu fais preuve d'une ténacité disproportionnée. Ça permet aussi de féliciter tes efforts honnêtement et d'éviter de t'effondrer à la moindre critique externe. Tu découvres une fierté tranquille née de ce que tu essaies de faire chaque jour, même quand personne n'est là pour applaudir. Cet exercice, pratiqué semaine après semaine, construit aussi une sorte de mémoire vive. Par exemple, si tu prends l'habitude d'écrire, même en quelques lignes, ce que tu retiens de chaque journée, tu vois émerger des tendances, les situations où tu t'énerves, les moments où tu te sens bloqué ou découragé, les jours où tu arrives à tout gérer avec calme. Petit à petit, tu repères des scénarios qui se répètent. Tu vois les pièges récurrents. Tu reconnais approcher souvent les mêmes difficultés. Cela t'aide beaucoup à évoluer, car tu peux tester de nouvelles stratégies en t'appuyant sur tes propres observations passées, pas uniquement sur des conseils externes ou sur l'envie du moment. Pour certains, cet auto-examen devient un petit rituel à partager, par exemple avec un proche ou avec une personne de confiance. Il ne s'agit pas d'une confession pénible, mais d'un échange d'expériences sur la manière dont la journée s'est déroulée, sur ce qu'on souhaiterait transformer. Certains le font lors du dîner, d'autres par message, d'autres encore par la tenue d'un carnet uniquement personnel. L'essence de la pratique, c'est la régularité. Plus tu prends le temps de regarder au calme ce que tu fais de tes 24 heures, plus tu donnes une chance à ta volonté de modifier ce qui ne convient plus. L'un des grands bénéfices de l'auto-examen, c'est qu'il préserve de la dérive vers l'arrogance. Quand tu réussis, il est tentant de se reposer sur ses lauriers, d'imaginer que tu es désormais au-dessus des aléas. Mais le simple fait de repenser à tes actions, de chercher honnêtement où tu t'es trompé ou où tu aurais pu progresser, permet de garder les pieds sur terre. Loin de niveler la confiance, ce réflexe la rend plus solide. Elle se base sur une évaluation sincère, sur l'effort objectif et non sur des victoires mal attribuées ou sur la flatterie extérieure. Tu développes alors une stabilité mentale face aux compliments ou aux critiques, car tu as ta propre boussole intime. Sur l'autre versant, l'auto-examen t'épargne aussi le piège du découragement chronique. Les jours où tout semble aller de travers, où tu accumules les ratés, il est facile de se percevoir comme un mauvais candidat ou de perdre confiance pour la suite. Pourtant, en passant en revue la journée, même dans ces échecs, tu trouves souvent de minuscules éléments positifs et tu analyses objectivement ce qui, selon toi, relève d'un coup du sort ou d'un manque temporaire de concentration ou d'apprentissage. Plutôt que de t'enliser dans la fatalité, tu prends conscience du pouvoir que tu as de recommencer, de modifier tes méthodes ou d'aborder autrement les prochains obstacles. Un autre effet vraiment utile, cette pratique change aussi ton rapport aux autres.
En reconnaissant tes propres erreurs et en y réfléchissant posément, tu deviens naturellement plus indulgent, moins prompt à juger ou à condamner ceux qui t'entourent. Tu découvres que la plupart des gens tâtonnent eux aussi, avancent par essais successifs, et que ce sont rarement les intentions qui manquent, mais souvent les outils, l'expérience ou la gestion des émotions. Par effet de miroir, tu entretiens alors des liens plus sereins avec tes collègues, tes amis, ta famille, parce que tu sais que la perfection ou la réussite totale n'est pas une histoire de supériorité, mais plutôt de persévérance et d'ajustement constant. Pour maximiser les bénéfices de l'auto-examen, il est conseillé de ne pas s'arrêter aux faits extérieurs, mais de plonger aussi dans ce qui se joue à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai ressenti alors ? Pourquoi ai-je réagi ainsi? Y a-t-il eu un déclencheur précis? Parfois, le simple fait de réaliser que tu réagis toujours au même genre de remarques ou que certaines personnes ravivent en toi les mêmes sentiments t'aide à anticiper, à te protéger ou à mieux préparer ta réponse la prochaine fois. Ce décodage progressif de tes mécanismes mentaux et émotifs réduit la part d'imprévu au fil du temps et donne vraiment de la puissance à tes efforts de progression personnelle. Certains choisissent aussi d'utiliser ce moment d'auto-examen pour poser des intentions pour le lendemain. Tu peux finir la séance en te fixant une micro-action à tenter, un comportement à tester qui, selon ton analyse, pourra améliorer ta réaction en cas de difficulté. Cela donne une direction à ta volonté. Ça transforme le regard que tu portes sur ta propre vie. Tu deviens acteur du changement, même modeste, et tu ressens moins la passivité ou la fatalité qui peuvent miner l'élan. Être honnête dans son auto-examen, ce n'est pas être dur ni laxiste, c'est doser ses propres attentes et reconnaître que l'humain est fait d'erreurs, de progrès irréguliers, d'instants de lucidité et parfois de rechutes dans l'automatisme ou la distraction. Cela démystifie l'idée que la réussite serait une courbe logique et progressive, sans détour ni zone grise. À force de pratiquer ce bilan, tu acceptes mieux tes failles. Tu développes une bienveillance qui n'est pas complaisance, mais qui permet d'oser de nouveaux essais, même après des échecs brutaux. On remarque aussi que l'auto-examen, instauré sur le long terme, développe une aptitude certaine à la résilience. Ceux qui savent faire la part entre leurs responsabilités, leurs points faibles et les aléas extérieurs encaissent mieux l'échec. Ils ne se sentent pas laminés parce que quelque chose n'a pas fonctionné, ni humiliés parce qu'ils doivent repartir de zéro. Ils savent que chaque épisode n'est qu'une étape, souvent temporaire, et que l'essentiel, c'est la manière dont ils utilisent l'expérience pour avancer. Ce sont aussi des gens qui doutent moins d'eux-mêmes, car il n'y a plus ce gouffre entre l'image que la société projette et ce qu'ils vivent intérieurement. Moins de faux semblants, plus de paix. Dans la vie professionnelle ou personnelle, l'auto-examen offre de multiples occasions de revenir sur soi, d'ajuster sa communication, de s'excuser si besoin ou de reconnaître sans gêne ce qui nécessite d'être repris. Cela solidifie la réputation auprès des autres, mais surtout, ça construit une confiance interne qui ne se délite pas au premier choc. Tu n'as plus à te sentir victime des circonstances parce que tu gardes la clé du prochain pas à renouveler chaque jour. On pourrait croire que cet exercice prend beaucoup de temps, mais en réalité, avec seulement 5 ou 10 minutes par soir, les résultats se font sentir assez vite. Plus tu t'autorises cette lucidité, moins l'accumulation d'erreurs ou de rancœurs pèse sur ton humeur générale. Tu allèges ton mental, tu espaces les remords inutiles, tu relativises les critiques en comprenant mieux leur origine et tu inventes par toi-même de nouvelles parades ou réponses. Sur la durée, ceux qui adoptent ce mode de fonctionnement développent une constance et une capacité à avancer, puis à pivoter si besoin, bien plus forte que ceux qui vivent seulement au gré des circonstances. On ne subit plus chaque expérience, on la digère, on la comprend, on s'en sert. La connaissance de soi que tu gagnes se répercute dans tous les domaines. Meilleur discernement dans les choix, communication plus claire, gestion du stress plus fine, relations apaisées. Pour ceux qui trouvent difficile de commencer, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des questions prêtes ou sur de petits carnets qui guident la réflexion. Avec l'habitude, les automatismes s'installent et certains moments de la journée appellent d'eux-mêmes leur petit bilan. Rapidement, la culpabilité diminue parce que tu sais que la perfection n'existe pas, mais la marge de manœuvre pour s'améliorer, elle, est réelle chaque jour. En s'appuyant sur ce pilier, tu construis pas à pas une sorte de stabilité. Tu n'as plus peur de te tromper, car tu as désormais un espace où le regard critique n'est pas une punition, mais une chance. Ce recul, cette lucidité, sont les fondations d'une solidité morale et émotionnelle qui t'accompagnera dans chaque étape compliquée. Le sentiment d'être acteur de sa vie et non passager augmente, tout comme l'envie de ne jamais baisser les bras après l'échec.
L'auto-examen quotidien devient alors le compagnon fidèle d'une existence plus libre et mieux habitée, où l'apprentissage permanent remplace l'illusion d'une victoire définitive ou d'un statut fragile. Jour après jour, cette forme d'introspection renforce la capacité à accueillir l'incertitude, à encaisser les revers et à célébrer les progrès, aussi modestes soient-ils, envers et contre toutes les vicissitudes. Quand tu prends l'habitude de t'observer honnêtement, de passer tes journées au crible de l'auto-examen et d'avancer avec plus de clarté sur tes progrès ou tes faiblesses, tu remarques souvent que le nerf de la guerre, face à l'échec ou à la pression, c'est la gestion des émotions. Rien de ce que tu apprends, ni aucun effort de lucidité ne tient dans la durée si tu te laisses envahir systématiquement par la colère, la panique, la tristesse ou le découragement dès que la route se complique. La pratique stoïcienne insiste beaucoup sur la tempérance. C'est ce langage tout simple qui signifie l'art de doser, de ne pas laisser tes ressentis prendre le pouvoir, de tempérer tes réactions pour ne pas en faire des tempêtes qui te désorganisent au moindre accroc. Concrètement, ce principe de tempérance demande d'accepter que toutes les émotions existent, mais de ne pas se laisser mener par elles, comme si elles avaient toujours raison. On n'est pas des robots, donc les sentiments désagréables ou intenses, ils feront toujours partie de l'expérience humaine. Là où la différence se fait, c'est dans la manière de canaliser ces émotions, de choisir comment y répondre. Par exemple, après un échec, un refus ou une déception lourde au boulot ou à la maison, tu pourrais sentir monter la frustration, voire l'envie de tout planter là ou d'envoyer bouler quelqu'un. Mais avec la tempérance, tu t'accordes un temps très court où tu ressens vraiment ce qui t'arrive, avant de faire un petit pas en arrière mental pour t'observer et décider comment agir, plutôt que d'avoir une réaction spontanée qui va tout aggraver. Les stoïciens se servent souvent de trucs très concrets pour travailler cette qualité. Un des réflexes les plus accessibles, c'est simplement de respirer profondément, de faire une petite pause quand tu sens la montée de stress ou d'emportement. 3 ou 4 inspirations lentes, en te concentrant sur l'air qui entre et qui sort, suffisent la plupart du temps à casser l'emballement du moment. Tu peux aussi utiliser le silence, éviter de tout de suite répondre à une provocation, laisser passer quelques secondes ou même sortir prendre l'air. Ce n'est rien de miraculeux, mais ça crée déjà une barrière entre le premier réflexe et la réponse finale que tu vas choisir de donner. À force, tu prends l'habitude de ne plus lancer des mots ou des gestes que tu pourrais regretter 2 minutes ou 2 jours plus tard. Certaines personnes ajoutent à ça des mini-rituels pour éviter le débordement émotionnel constant. Tenir un carnet de bord pour noter les grandes colères ou les tristesses. Écouter de la musique apaisante, faire de la marche ou du sport pour évacuer le trop-plein, ou simplement appeler quelqu'un de bienveillant pour vider son sac avant de passer à l'action. Dans tous les cas, la tempérance demande un peu de préparation. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais avec le temps, tu ressens de moins en moins la pente fatale qui te ferait partir au quart de tour face à un obstacle ou un désaccord. Tu fais le tri. Quelle émotion a vraiment besoin de s'exprimer? Laquelle n'est qu'une réaction exagérée à un détail? Est-ce qu'il est plus malin de répondre tout de suite ou d'attendre le lendemain pour que la pression retombe? Toutes ces questions, à force, deviennent un réflexe protecteur. L'intérêt de cette pratique dans le vrai monde, c'est qu'elle te rend bien plus solide et agréable à côtoyer. Les collègues, les amis, les proches sentent qu'ils peuvent te faire confiance, car tu ne passes pas d'un extrême à l'autre à la première occasion. Au travail, ça se traduit par de meilleures relations, parce que tu ne surréagis ni à la critique ni à la pression. Dans la famille ou le couple, c'est aussi un bouclier contre les disputes stériles qui laissent des traces pour rien. L'idée, ce n'est pas d'avaler toutes les contrariétés, ni de se transformer en mur insensible, mais d'apprivoiser suffisamment tes émotions pour répondre selon tes vrais objectifs, pas dans l'urgence de la blessure ou du ressenti immédiat. La tempérance s'exerce aussi dans l'autre sens, face à l'euphorie. Beaucoup de personnes vont trinquer non pas parce qu'ils ne savent pas supporter la tristesse, mais parce qu'ils se laissent emporter par les hauts. Par exemple, une belle réussite, un compliment public ou une victoire professionnelle peuvent donner envie de fanfaronner ou de se précipiter dans la prochaine aventure sans réfléchir. Savoir modérer la joie, garder la tête sur les épaules et la gratitude, c'est aussi un aspect de la tempérance. Cela t'évite de retomber dans le piège de l'orgueil, de la vantardise ou encore de négliger les détails importants parce que tu crois que plus rien ne peut t'arriver. Dans la gestion de l'échec, cette maîtrise des réactions émotionnelles devient rapidement un super pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à force de répondre avec mesure, tu gagnes du temps, de l'énergie et surtout, tu laisses ouverte la porte à la recherche de solutions. La colère, le découragement ou la honte sont humains, mais ils ne doivent pas te bloquer devant la prochaine étape.
Au lieu de rester paralysé par l'intensité du sentiment, tu analyses ce qui s'est produit, tu demandes de l'aide si nécessaire, tu réfléchis à la modification de ta stratégie. Quelqu'un qui pratique la tempérance tire plus vite des apprentissages, car il n'est pas submergé par les sensations négatives. Il ne minimise pas la difficulté, il l'accueille, puis la digère, sans la laisser définir ses choix futurs. Dans la vie de tous les jours, cette pratique s'entraîne à chaque occasion, pas seulement lors des grands bouleversements. Par exemple, si tu subis un petit accroc, comme rater un bus, perdre un objet ou recevoir une remarque cinglante, la réaction automatique pourrait être la plainte, la colère ou le stress. Si tu choisis, à ce moment-là, de respirer, de reporter ta réaction d'un quart d'heure, de boire un verre d'eau ou de sortir marcher pour clarifier l'esprit, tu es déjà dans l'exercice de la tempérance. Progressivement, ces petits entraînements forment un muscle mental qui va te servir le jour où le défi sera plus sérieux. Chacun de ces moments construit la capacité à réagir sans casse. Un point important à noter, la tempérance n'annule pas tes ressentis, mais elle te donne le choix de la direction. Tu peux te sentir blessé, déçu ou en colère, mais tu décides que tu ne vas pas polluer ta soirée, gâcher ta relation ou fragiliser un projet à cause de ce moment de tension. Ça ne veut pas dire faire semblant, ni refouler, mais transformer la réaction brute en quelque chose de constructif. Tu peux très bien noter sur un carnet « Aujourd'hui, j'ai senti la jalousie. Je voulais me disputer pour me prouver que j'avais raison. » Puis, à froid, quelques heures ou un jour plus tard, tu décides ce qui en vaut la peine. Cette vision t'enlève beaucoup de regrets et d'incompréhension. La tempérance, au fond, donne un supplément de liberté. Tu n'es plus l'otage de tes propres pulsions ou hormones en folie. Plus tu progresses, plus les autres aussi se sentent rassurés de pouvoir compter sur ta stabilité. Même quand la situation te dépasse, tu es capable de le reconnaître, de dire à haute voix « Là, ce n'est pas le bon moment, je préfère revenir dessus plus tard ». Cette honnêteté, ce respect de tes limites font paradoxalement grandir la confiance en soi. On n'a pas besoin d'être fort 24 heures sur 24 ni inébranlable pour toujours, mais ce que la tempérance t'offre, c'est la marge de manœuvre pour choisir petit à petit des réponses qui ne font pas empirer les choses. Dans les groupes, à l'école, au travail, dans la famille, la réputation d'une personne tempérée se construit vite. On dit d'elle qu'elle est fiable, posée, agréable à vivre. On cherche volontiers son avis parce qu'on sait qu'elle ne va pas répondre sous le coup de l'énervement, mais avec discernement. Ses qualités attirent la confiance, font gagner du temps et évitent bien des embrouilles. C'est un effet secondaire appréciable qui fait la différence dans les cercles sociaux ou professionnels où les tensions peuvent monter rapidement pour des broutilles. Pour ceux qui découvrent la notion de tempérance, il n'est jamais trop tard pour commencer à s'exercer. Même si le réflexe est très vif au début d'exploser ou de pleurer au premier souci, les premiers essais de pause, de respiration, de report de réponse portent déjà leurs fruits. On se rend vite compte que la tempête émotionnelle retombe la plupart du temps avec l'écoulement des minutes. Ce qui semblait un affront majeur devient une anecdote. Ce qui paraissait irrémédiable redevient gérable. À la longue, on économise beaucoup d'énergie nerveuse qu'on peut réutiliser pour ce qui en vaut la peine, trouver des solutions, se soutenir les uns les autres ou rebondir sur d'autres projets. Il n'est pas question ici d'un perfectionnisme ou d'une logique rigide, mais bien d'un entraînement constant à l'humilité et à la flexibilité. Les émotions sont des signaux utiles, parfois de très bons baromètres, mais ce sont tes valeurs, tes objectifs à moyen ou long terme qui doivent diriger ta main. On n'encourage pas à tout encaisser silencieusement, ni à camoufler la tristesse ou l'injustice. Mais en donnant du temps entre la montée d'émotions et ta réaction extérieure, tu t'immunises contre la cascade d'erreurs que l'impulsivité, elle, génère si souvent. À force de pratiquer, tu verras aussi des effets sur ta santé physique. Moins de tensions inutiles, un sommeil plus calme, moins de conflits à relire dans ta tête. La tempérance n'est pas un luxe ni un idéal inaccessible. Elle sert tous les jours, sans exception. Et aucun revers n'est jamais vraiment catastrophique pour quelqu'un qui garde la main sur ses réactions principales. L'entraînement peut débuter par de minuscules détails. Choisir de ne pas répondre immédiatement à un message énervant, consacrer 3 minutes à marcher dehors après un coup dur, demander 5 minutes de silence quand tout s'embrouille, ou même simplement noter son ressenti avant de le livrer à la face du monde. Ceux qui arrivent à installer cette habitude vivent mieux les imprévus, encaissent différemment la critique et construisent de vraies relations de confiance. On ne cherche plus à être celui ou celle qui a toujours raison, mais simplement celui ou celle qui sait répondre intelligemment, même au cœur de la confusion ou du conflit. Sur la longueur, cette attitude libère du temps, protège le moral et encourage aussi ton entourage à en faire de même. La tempérance ne se voit pas seulement dans les moments graves, mais dans toute la façon de réagir aux contrariétés et aux victoires qui jalonnent le quotidien.
Il est satisfaisant de remarquer, des mois plus tard, qu'on s'énerve moins, qu'on panique plus rarement et que les petits échecs n'ont plus ce goût d'humiliation ou de crise existentielle. On gagne alors une sobriété dans les réactions, mais aussi un enthousiasme renouvelé à l'idée de retenter, car on ne craint plus la déception dévastatrice. La tempérance, c'est le socle sur lequel on pose ses rêves, ses rencontres, ses projets. La preuve, au bout d'un certain temps, c'est un entourage apaisé, des choix plus sûrs, et la sensation de tenir le gouvernail, quoi qu'en dise le stress ou l'adversité. Il y a cette évolution naturelle. Plus tu t'exerces à garder une juste mesure dans tes émotions et à répondre avec calme plutôt qu'avec l'impulsivité, plus tu comprends à quel point la résistance mentale s'entraîne et s'enrichit au fil du temps. Mais il existe une autre dimension, parfois un peu délaissée dans la vie moderne, qui consiste à volontairement sortir de sa zone de confort. L'idée, chez les stoïciens, c'est qu'on peut bâtir une endurance mentale robuste en s'exposant soi-même à des petits inconforts, à des privations ou à des situations difficiles, choisies en toute conscience. Cela n'a rien à voir avec la recherche de souffrances gratuites, mais bien avec la préparation de l'esprit à faire face à l'inattendu, aux frustrations et à tout ce que la vie pourra amener de pénible ou d'imprévu. En fait, dans une société où tout est fait pour notre confort, il est très facile de perdre patience ou de s'effondrer lors du moindre contretemps. Prends un exemple de tous les jours. La connexion Internet qui saute quelques heures, un bus annulé, un plat qui tarde à arriver, une soirée annulée à la dernière minute. Beaucoup de personnes ressentent une frustration énorme, comme si la vie entière perdait son sens à cause de ces désagréments. La raison, bien souvent, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'accepter la gêne, l'ennui, la privation ou une contrariété. Mais pour développer une vraie force intérieure, les stoïciens conseillent de s'entraîner intentionnellement à l'inconfort, en commençant par de petites choses. Concrètement, tu peux décider, peut-être une fois par semaine, de te passer d'un plaisir habituel, juste pour vérifier que tu en es capable et que tu ne dépends pas totalement de ce confort. Ça peut vouloir dire sauter un dessert, marcher au lieu de prendre le bus, faire une course sous la pluie ou rester un week-end sans réseaux sociaux. L'objectif n'est pas de s'affliger gratuitement, mais de constater que tu peux survivre, t'adapter et même parfois en retirer une satisfaction nouvelle. À force, tu découvriras que l'absence de certains petits conforts rend leur retour encore plus agréable et développe cette faculté pivot. Relativiser l'importance des petits désagréments qui ne manqueront jamais de surgir dans le quotidien. Parfois, cet entraînement va un peu plus loin. Certains choisissent de relever des défis qui semblent vraiment difficiles. Partir en randonnée plusieurs jours avec le strict minimum, se lever très tôt pendant une semaine, dormir sans oreiller ou faire une tâche manuelle sans se plaindre. Chacun adapte à son niveau. Le secret, c'est que ce type de challenge travaillé volontairement muscle l'endurance du mental bien plus que n'importe quel discours. Quand tu sais que tu as déjà affronté, de ton propre chef, la fatigue, la soif, un retard ou l'absence passagère d'un confort, tu abordes avec bien plus de sérénité les imprévus de la vie réelle. Tu ne les apprécies pas sur le moment, ce serait mentir, mais ils n'ont plus le pouvoir de te paralyser ou de t'effondrer, car tu sais avoir déjà supporté pire. L'exposition régulière à l'inconfort n'est pas seulement un entraînement à la résistance, c'est aussi un excellent moyen de reprendre la main sur sa propre volonté. Quand tu renonces à un plaisir simple de ton plein gré, par exemple un café le matin ou une sieste le samedi, tu te rappelles que c'est toi qui décides de ton mode de vie, et non l'habitude ou le contexte. Ce sentiment de contrôle retrouvé augmente l'estime de soi. Tu n'es pas seulement une victime des circonstances, tu fais aussi partie de ceux qui savent modeler leur routine pour s'adapter, tester et rebondir. La résilience s'en trouve renforcée et tu deviens progressivement moins fragile psychologiquement face aux revers ou aux imprévus. Ce processus joue aussi sur la frustration, la supporter puis l'oublier, puis parfois s'en amuser. Plus tu mets toi-même à l'épreuve ta capacité à endurer l'inconfort minime, plus tu apprends sur toi-même. Tu découvres, la plupart du temps, que les sensations de gêne ou d'énervement retombent vite, qu'elles ne te brisent pas, qu'elles passent comme une vague si tu ne les alimentes pas par la plainte ou la panique. Ce n'est pas de la magie, c'est juste un terrain d'entraînement où tu t'observes, tu ressens, tu attends, tu laisses passer et tu reprends ta vie sans que la frustration demeure. Dans bien des cas, ça aide aussi pour tout ce qui est stress ou anxiété. Quand l'esprit a l'habitude d'être bousculé, d'expérimenter l'attente, le froid, la faim, l'inconfort ou la contrariété, il perd peu à peu sa sensibilité excessive à la nouveauté. Un examen imprévu, un conflit inattendu, un changement de programme de dernière minute ne provoquent plus des embardées émotionnelles aussi intenses. Tu développes un fond de sérénité. J'ai déjà traversé plus inconfortable, je peux traverser ça aussi.
sans que ce soit de la fierté déplacée, c'est juste une confiance raisonnable ancrée dans l'expérience cumulative de petits efforts volontaires. La discipline de l'inconfort, ce n'est pas seulement utile dans ta tête, ça te rend aussi beaucoup plus flexible dans les relations avec les autres. Tu supportes mieux les défauts, les lenteurs, les différences d'opinion, et tu ne passes plus ton temps à exiger que tout le monde réponde à tes attentes. Au travail comme à la maison, tu encaisses plus facilement les changements de rythme ou d'organisation. La tolérance à l'imprévu, à l'erreur, à l'échec des autres grimpe en flèche, parce que tu n'es plus dans la quête de la perfection du monde extérieur. On peut dire que cette façon d'expérimenter l'endurance mentale donne accès à un autre rapport au temps. Tu n'attends plus que chaque détail de la journée soit conforme à tes plans. Tu restes disponible pour improviser, réagir, trouver autre chose. Tu te plains moins aussi. C'est un bénéfice incroyable pour l'ambiance, sur ton moral et sur celui de tes proches. L'entourage le remarque rapidement car l'irritabilité diminue, la capacité à plaisanter sur un imprévu ou à patienter grandit. Tu deviens plus simple et aussi plus stimulant pour ceux qui voudraient s'essayer à ces défis du quotidien. Certains décident d'aller plus loin, justement parce qu'ils constatent combien leur vie s'allège en s'entraînant à l'inconfort. Ils choisissent parfois, sur une période donnée, de se priver volontairement d'une habitude coûteuse ou pas indispensable, justement pour mesurer le vrai niveau de dépendance. D'autres participent à des jeûnes, à des challenges sportifs ou à des excursions qui testent le mental plus encore que le corps. On voit même de plus en plus de personnes pratiquer des exercices comme la douche froide, l'escalade, le bénévolat, dans des contextes difficiles ou tout autre petit défi inhabituel. Dans chacun de ces exercices, le résultat est le même. On sort plus robuste, moins effrayé par la prochaine difficulté et, souvent, plus fier de soi. Cela ne donne pas des héros, ça crée juste des personnes stables, capables d'être présentes pour les autres quand la roue tourne, capables de soutenir sans tomber en crise pour un imprévu. Dans la gestion de l'échec, cette base est inestimable, parce qu'à force d'avoir traversé des inconforts volontaires, on sait que la contrainte inattendue, la fatigue, la déception ou la perte ne signent jamais la fin du monde. Les émotions désagréables n'ont plus le pouvoir de bloquer l'action. Elles sont là, elles accompagnent, mais elles sont intégrées et surmontées sans drame excessif. Sachant tout cela, il faut aussi voir que ce processus réveille des ressources qu'on croyait endormies. Plus tu t'exposes à des défis, plus tu crées de souvenirs de victoire sur de petites résistances. Je l'ai fait, c'était dur, mais c'est passé. Ce sont des repères qui s'accumulent, qui servent de tremplin la prochaine fois qu'une épreuve inattendue surgit. Dans la tête, une phrase s'installe avec le temps. Si j'ai traversé ça, je peux traverser autre chose. La confiance ici n'est pas de l'orgueil ni du déni, c'est le résultat direct d'un travail patient, progressif, à la portée de tous. Il ne s'agit pas non plus de faire de la privation ou de l'austérité une règle de vie permanente et stricte. S'exposer à l'inconfort doit rester un terrain d'exploration, un jeu avec soi-même, jamais une punition ou une stratégie pour se comparer dans la souffrance. Chacun détermine son rythme, ses limites, ses envies. Dis-toi que même les petits désagréments choisis, une promenade sous la pluie, un repas sauté, une pause Wi-Fi, le choix de ne pas répondre instantanément à tous les messages, construisent déjà bien plus que ce que tu peux imaginer sur ta force mentale au fil du temps. Il y a d'ailleurs un autre bénéfice rarement évoqué. L'entraînement à l'inconfort ravive la gratitude. Quand tu retrouves un confort, même simple, après l'avoir mis entre parenthèses par choix, tu prends davantage conscience de sa valeur. Une nuit dans un vrai lit après 2 jours de bivouac, un plat chaud après une journée de jeûne, un café au chaud après une promenade glaciale. Toutes ces sensations, redevenues exceptionnelles, redonnent un sens positif au quotidien. On n'est jamais aussi heureux du retour à la normale que quand on l'a un temps laissé de côté. Cela diminue aussi la jalousie, l'insatisfaction et la comparaison automatique, car tu sais apprécier ce que la vie t'offre, même quand c'est imparfait. On constate à force que les personnes qui pratiquent régulièrement l'entraînement à l'inconfort ne s'effondrent pas face à la contrariété, mais avancent, peaufinent leur flexibilité et montrent l'exemple autour d'elles. Elles encouragent, par leur attitude, à relativiser, à essayer, à ne pas se figer devant le premier obstacle. Dans l'éducation, par exemple, offrir de petits défis, encourager à patienter, à essayer sans aide constante, rend les enfants plus autonomes et moins fragiles devant la difficulté. À l'heure actuelle où tout converge vers l'instantané, le toujours plus facile, l'accès permanent à tout, se forcer à la rareté ou à l'attente, est pour beaucoup une expérience bouleversante. Les premiers essais sont parfois vécus comme frustrants, voire inutiles. Puis, rapidement, on perçoit à quel point ça libère de la dépendance à la facilité.
On n'apprécie jamais autant un résultat, une pause ou un cadeau que lorsqu'on l'a un moment différé. Le cerveau intègre vite la nouvelle donne et, globalement, l'irritabilité au quotidien diminue, la proactivité augmente, on devient acteur de sa vie, pas spectateur passif en attente d'un monde sur mesure. Pour ceux qui veulent commencer, il n'y a vraiment pas besoin de voir grand. Priver son téléphone d'Internet une matinée, choisir 2 fois par semaine de marcher malgré la pluie ou de cuisiner un plat avec ce qui traîne dans le frigo au lieu d'acheter tout ce qu'il manque, c'est déjà suffisant. L'essentiel est dans la régularité, pas dans l'exploit. Et à chaque petite victoire, félicite-toi de l'avoir fait sans aide, sans râler, juste pour toi. La satisfaction, au bout de quelques semaines de ce jeu, remplace l'anxiété ou la peur de manquer. Cette démarche, associée au reste des outils stoïciens, permet de cultiver peu à peu une sorte d'immunité aux chocs et aux revers. La vie réserve toujours des imprévus, des retards, des ruptures ou des pertes. En ayant déjà traversé par choix des situations inconfortables, on se sent moins démuni lorsque le vent tourne. On ne cherche plus à fuir la difficulté, mais à l'accueillir et à y répondre avec tout ce que l'expérience passée a forgé en ressources, en patience et en créativité. Avec le temps, on constate que même les revers marquants de l'existence ne font plus basculer dans le drame ou la victimisation. Au contraire, ils se présentent comme de nouveaux terrains d'apprentissage, jamais faciles, mais où l'on sait déjà que la force se construit dans l'action et non dans l'attente d'un monde parfait. C'est ça, la promesse de l'endurance mentale. Travailler pas à pas sur des détails banals. Plus tu avances là-dedans, plus ta peur de l'échec s'atténue. Tu sais que, quoi qu'il arrive demain ou dans un an, tu as affronté au moins un peu la privation, la déception, l'incertitude. Et tu possèdes déjà en toi tout ce qu'il faut pour traverser la suite. C'est la meilleure assurance contre la panique, l'abandon ou la plainte stérile. Et c'est ça, au fond, que le stoïcisme propose. Avancer lucide, actif, confiant, sans jamais oublier que l'inconfort, loin d'être un ennemi, peut être l'un des meilleurs alliés pour bâtir ta propre forteresse mentale. Quand on commence à réaliser à quel point être prêt à l'inconfort te protège dans la vie quotidienne et face aux imprévus, il devient naturel de se demander comment utiliser chaque revers comme un tremplin au lieu de le subir comme une malédiction. C'est là que le stoïcisme amène une notion très concrète. Dans chaque obstacle, chaque raté, il y a une leçon qu'on peut récupérer pour la suite. Et dans la vraie vie, ce n'est pas simplement une question de devenir philosophe, mais de s'emparer de chaque situation difficile pour en retirer des apprentissages qui nous rendent plus aguerris, plus malins, plus solides. Toute personne qui a dû surmonter un vrai coup dur, que ce soit dans une relation, au travail, dans la santé ou même sur un projet personnel, a tendance à s'en souvenir bien plus précisément que lorsqu'elle a juste surfé sans effort sur des périodes faciles. Et c'est normal, le cerveau, comme le cœur et même le corps, retient ce qui a demandé de la ressource. On n'apprend plus en tombant qu'en glissant en terrain plat. Dans la perspective stoïcienne, la sagesse s'acquiert rarement sur les bancs de l'école, dans la confort ou dans la répétition du banal. Elle naît de l'affrontement du réel, de l'expérience, parfois pénible, souvent inattendue, et surtout du dialogue honnête avec tout tes ratés. Et ce dialogue, il faut accepter de l'avoir avec soi-même, sans filtre, sans fuite. Il y a un malentendu fréquent. Croire que l'échec est une fin, une honte, ou la preuve d'une incompétence définitive. Or, vu autrement, chaque échec, même les plus petits, transporte une quantité d'informations impossibles à extraire d'un simple succès. C'est dans ce contraste, dans la difficulté rencontrée, que l'intelligence s'aiguise et que la sagesse se précise. Prenons un exemple du quotidien. Imaginons une personne qui échoue lors d'un entretien pour un poste qu'elle souhaitait vraiment. Sur le moment, il y a de la frustration, parfois la sensation désagréable d'être rejetée. Mais si cette personne prend le temps d'analyser ce qui s'est passé calmement, elle peut repérer ce qui lui a manqué. De la préparation, de l'assurance, une meilleure connaissance de l'entreprise ou tout simplement une meilleure gestion du stress. Peut-être aussi qu'il y avait des éléments hors de son contrôle. Le vrai apprentissage, il n'est pas seulement dans le constat du raté, mais dans la capacité à récolter toutes ces informations, à faire le tri entre ce qui dépendait de soi et ce qui ne pouvait pas l'être, puis à ajuster son approche pour la prochaine tentative. C'est ce passage de l'émotion brute à l'analyse constructive qui permet à l'échec de remplir son rôle. Celui d'un enseignant, pas d'un bourreau. Souvent, ce sont les personnes qui semblent avoir tout raté avant, qui, avec le temps, savent le mieux rebondir. Elles n'ont pas développé la sagesse en évitant les revers, mais en les fréquentant assez pour comprendre qu'on ne meurt pas d'un refus, qu'on ne s'effondre pas à la première critique, et que les chemins pour s'en sortir sont plus nombreux qu'on ne veut bien le croire.
La tendance normale est souvent de vouloir effacer la faute, d'oublier ce qui n'a pas marché, de faire comme si de rien n'était. Mais en pratique, c'est exactement l'inverse qui accélère la progression. Quand on ose examiner de près l'expérience difficile, on en retire souvent 3 ou 4 axes à améliorer, 1 ou 2 idées neuves et un courage bien moins fragile que la fois précédente. On n'anticipe plus l'échec comme la fin du monde, mais comme une partie inhérente du parcours. Cette façon de voir les choses déclenche aussi un effet positif. Tu prends l'habitude de poser des questions pertinentes, d'aller chercher les avis, de demander des retours honnêtes. Plus tu t'ouvres à l'idée que l'échec est un professeur, plus tu cesses de le prendre personnellement. On fait le tri, on demande conseil, on lit différemment les critiques et même les ratés des autres. Plutôt que de rester dans la comparaison, de s'inquiéter de l'image ou du regard de l'entourage, on rentre dans un état d'esprit pragmatique, orienté apprentissage. Qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Ou quelle partie de ce qui est arrivé était prévisible ou modifiable, et laquelle ne l'était pas du tout? La sagesse du point de vue stoïcien grandit quand on ne se contente pas de subir les mauvais coups, mais qu'on les utilise. Par là, il faut comprendre quelque chose de très pratique. Ne pas attendre que le temps efface la difficulté ou que l'oubli fasse son œuvre, mais aller fouiller dans ce qui t'a gêné, cherché, blessé, déçu. Parfois, ça veut dire revoir une discussion par écrit. Parfois, s'interroger honnêtement sur le motif d'une rupture ou la raison d'un échec professionnel. Plus tu commences ce petit travail d'enquête sur ton propre parcours, plus ton esprit s'affine et ta capacité à anticiper et à réagir s'accroît. Il existe plein de manières très accessibles de transformer un revers en apprentissage. Écrire ce qui s'est passé, solliciter un feedback même désagréable, en parler à quelqu'un de confiance. On peut aussi filtrer ces informations en cherchant ce qui reviendrait différemment avec un peu plus de connaissance, de patience ou de recul. L'erreur qui coûte cher, ce n'est presque jamais l'erreur en soi, mais le refus d'y prêter attention. À force de modifier petit à petit sa façon de fonctionner après chaque échec, les nouvelles chances qui se présentent sont mieux négociées. On fait moins 2 fois la même faute, ou bien on se pardonne plus facilement de ne pas avoir tout vu venir. Faire de l'échec un outil d'évolution, c'est aussi nourrir sa créativité. Les meilleures idées ne surgissent pas toujours en période de calme. Quand tu es obligé de réinventer ta marche parce qu'un plan a échoué, tu découvres des ressources toutes neuves. Cela peut être de l'organisation, de la patience, une technique différente ou une rencontre inattendue qu'on n'aurait jamais faite autrement. On se rend compte que la sagesse n'est pas de tout prévoir, mais de savoir quoi faire quand tout déraille. Plus tu as traversé de détours, plus tu as de cordes à ton arc. Les essais ratés forment un carnet de navigation immense qu'aucune théorie ne peut jamais remplacer. Cette posture permet aussi d'éviter la répétition des mêmes erreurs. Il y a des gens qui se retrouvent toujours dans le même genre de chaos personnel ou professionnel parce qu'ils refusent de regarder ce qui cloche profondément. Les stoïciens t'invitent à dépasser ce réflexe d'évitement. Tu organises ainsi peu à peu une sorte de bilan, pas pour te juger, mais pour ne pas perdre de temps à faire et refaire les mêmes expériences négatives en boucle. Et c'est en accumulant ces petits ajustements, nés souvent des pires moments, que le style de vie, les relations et la confiance se solidifient. Il ne faut surtout pas croire que cette méthode consiste à minimiser la souffrance ou à trouver une excuse pour tout. Apprendre grâce à l'échec, cela demande un vrai travail de lucidité, parfois douloureux. Il y aura de la gêne, du regret, de l'inconfort moral. Mais tu t'aperçois vite que derrière chacun de ces émois, il demeure toujours une situation imparfaite, mais pleine de leçons à cueillir et à exploiter. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent se joue beaucoup ici. On n'accepte pas l'insatisfaction, on la déplie, on la questionne et on en fait, autant que possible, une boussole pour l'étape suivante. Un autre bénéfice, c'est que cette vision de l'échec tisse une forme d'humilité naturelle. Plus tu vois les opportunités d'apprendre, moins tu t'accroches à l'ego ou à la fausse perfection. Tu oses demander de l'aide, tu acceptes un conseil, tu partages même tes galères avec d'autres qui à leur tour t'enrichissent de leurs propres expériences. La communauté, l'entraide et la solidarité prennent du relief parce que chacun devient conscient que l'erreur est normale, universelle et qu'elle peut se transformer en capital commun, en discussion honnête, en nouvelles perspectives. Ce mode de pensée n'a rien d'abstrait. Il s'incarne dans chaque dossier mal ficelé, dans chaque conversation mal interprétée, dans chaque projet avorté ou amitié brisée. Ce sont ces épisodes-là qui deviennent, si tu oses les regarder calmement, la réserve d'intelligence la plus précieuse de ta vie future.
Un échec sentimental, par exemple, peut t'apprendre plus sur la communication, le respect ou ce que tu attends vraiment qu'une suite de relations confortables. Un licenciement peut ouvrir la voie à des passions anciennes ou à des cercles professionnels ignorés jusque-là. La difficulté, c'est d'accepter de s'arrêter un moment sur le pourquoi, sans s'effondrer sur le comment. À force, cette discipline transparaît dans tes choix futurs. Tu prends des risques mieux calculés. L'angoisse de la faute, de la critique baisse en intensité, car tu sais maintenant que, quoi qu'il arrive, une leçon reste à saisir. C'est moins grave de rater quand tu considères que demain tu t'ajusteras, que tu apprendras à nouveau. On dit souvent qu'il n'y a pas d'apprentissage sans échec, mais on oublie de dire que c'est un apprentissage qui demande d'être actif, de ne pas attendre passivement. Il s'agit de consacrer un tout petit peu d'énergie chaque fois à fouiller dans la défaite pour en extraire un mode d'emploi valable à l'avenir. Ceux qui fonctionnent ainsi changent leur rapport à la peur. Ils n'effacent pas le risque, ils ne se croient pas infaillibles, mais ils voient l'échec comme la matière première d'une progression personnelle. Cette façon d'envisager toute expérience difficile rend l'esprit souple. On n'est plus écrasé, mais remis en mouvement. On ose, on tente, on retente, sans se crisper à l'idée de perdre le peu qu'on possède. Il en ressort plus de liberté et de curiosité pour la suite, car dans le pire des cas, il y aura toujours quelque part un enseignement à recueillir, à raconter, à réutiliser. Dans la vie professionnelle, cette posture rejaillit sur le travail d'équipe, la capacité à innover ou à sortir d'une ornière. Les personnes qui acceptent l'erreur en public ou devant leur patron ne se cachent plus derrière l'excuse, mais deviennent source de solutions nouvelles. En famille, ça aide à briser la répétition de conflits ou de mauvaises habitudes. Même dans la santé, dans le sport ou dans les finances, apprendre à tirer du sens d'un revers au lieu de le nier aide à mieux ajuster l'effort et, souvent, à éviter les dégâts de grande ampleur. Tout ce processus s'inscrit dans la durée. La sagesse n'est pas un diplôme qu'on acquiert une fois pour toutes. Elle grandit à chaque situation mal engagée où, plutôt que de fuir, de masquer ou de brutaliser, on cherche à comprendre et à intégrer ce qui demande rectification. Tu verras, si tu prends l'habitude de ce regard, que chaque année nouvelle s'accumule non pas comme une suite de statistiques, de victoires ou d'échecs, mais comme une bibliothèque vivante où l'on sait aller relire ses propres chapitres, éviter les redites douloureuses et inventer des alternatives. Le dernier bénéfice, et non des moindres, de ce dialogue intelligent avec l'échec, c'est le sentiment de ne plus être le jouet du destin ou de la faute originelle. On se replace dans la marche normale de la vie, avancer, tomber, observer, corriger, retenter. Il n'y a pas besoin d'enjoliver, de minimiser, ni de dramatiser. On sort du triangle infernal entre honte, peur et regret pour se remettre à l'œuvre, avec le cœur libre et l'esprit ouvert. La sagesse, cela devient alors non pas l'absence de difficultés, mais l'art de bien les utiliser pour grandir chaque fois dans la direction qui te convient. C'est comme ça que, petit à petit, tu t'immunises contre les échecs, non parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils t'aident à avancer à chaque tour. Quand tu t'habitues à voir dans chaque situation difficile un terrain d'expérience, un espace d'amélioration où tu peux affiner ton jugement, ta créativité et ton adaptabilité, petit à petit, une question devient inévitable. Pour qui ou pourquoi fais-tu tout ça ? Pourquoi chercher à progresser dans ta manière de réagir aux obstacles, travailler ta patience, cultiver ta force d'endurance mentale et analyser tes échecs, si ce n'est pas simplement pour que quelqu'un d'autre te dise que tu as réussi ? Face à cette interrogation, un dernier principe des stoïciens apparaît, et il est très libérateur. Il s'agit de mettre la priorité sur la réussite intérieure, sur le fait de t'appuyer d'abord sur ton sens personnel du devoir, sur la cohérence avec tes propres valeurs, au lieu de te focaliser sur la reconnaissance extérieure ou un podium visible par tous. Cette orientation change ta manière de vivre les challenges, la réussite et surtout l'échec, car tu te bases sur des critères que tu maîtrises et qui ne bougent pas au gré de la vie du public ou des circonstances extérieures. Ce cadrage, dans notre époque actuelle obsédée par la visibilité, le nombre de mentions, de trophées ou de followers, a presque quelque chose de révolutionnaire. Réfléchis-y. Depuis la petite enfance, on t'apprend souvent que si tu travailles bien, tu seras applaudi. Si tu réussis, tu seras vu. Or, toute l'éducation stoïcienne repose sur la construction interne, sur le fait de viser la qualité morale, la fidélité à tes principes, la sincérité de ton effort, bien avant le résultat affiché dans le carnet de notes, le bulletin de paie ou la photo de fin de course. Ceux qui prennent cette voie sont beaucoup moins impactés par l'échec extérieur, parce qu'ils évaluent leur réussite avec d'autres instruments. La droiture, le courage, la persévérance, la justesse de leur action. Dans la pratique,
Ça veut dire qu'au lieu de faire les choses uniquement pour récolter une médaille ou la reconnaissance d'un groupe, tu mises sur la satisfaction d'avoir essayé avec intégrité, sur la certitude intime d'avoir choisi la solution qui correspond le plus à tes valeurs ou à ce que tu souhaites incarner. Ce n'est pas une invitation à mépriser la réussite sociale, ni à méconnaître l'importance, parfois, de la validation extérieure. Bien sûr, c'est agréable d'être reconnu, de recevoir un compliment, d'être promu ou applaudi lors d'un coup d'éclat. Mais tu places ça au second plan, comme un bonus, un supplément de bonheur qui ne remplace pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que, le soir venu, tu puisses regarder ta journée et te dire que tu ne t'es pas trahi, que tu as tenté, persévéré, assumé des choix honnêtes même si personne ne l'a vu ou même si tu as essuyé un échec devant tout le monde. Un bon moyen de sentir la différence entre réussite extérieure et réussite intérieure, c'est de repenser à un moment où tu as agi selon ce qui te semblait juste, même si personne ne t'a applaudi ou reconnu sur le champ. Parfois, il s'agit d'un geste anodin, prendre la défense de quelqu'un dans une réunion, rendre service discrètement sans en attendre de retour, t'opposer à une chose injuste même si tu risquais de perdre une opportunité. Ce sont des moments où rien d'extraordinaire ne s'est passé, mais où tu as ressenti ce calme, cette fierté discrète, cette espèce de chaleur qui reste là quand la lumière des projecteurs s'est éteinte. C'est sur cette émotion-là, ce sentiment de droiture vécue, que les stoïciens te proposent de bâtir ta forteresse mentale. Parce que cette part-là, personne ne peut te l'enlever. Ni un licenciement, ni un mauvais classement, ni un non à une demande importante. C'est toujours à ta portée, et ça donne un socle qui résiste aux secousses. Un autre effet, peut-être moins perceptible au début, c'est que la réussite intérieure te rend complètement indépendant du formatage social. Quand tu as fait de la cohérence avec toi-même ta vraie boussole, tu n'as plus ce stress d'être deviné, conforme, toujours gagnant aux yeux d'autrui. Tu t'autorises l'erreur, tu acceptes d'être incompris, tu avances parfois à contre-courant. Tu n'es pas dans la provocation gratuite, mais dans une forme de fidélité à ta propre histoire, tes expériences, tes apprentissages. Même dans des environnements professionnels, où les récompenses vont à ceux qui se montrent ou se vendent le mieux, toi, tu gardes un cap sécurisant. À la fin, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. La solidité que ça procure face à l'échec est incroyable. Tu n'es plus brisé ou desséché par un obstacle, par un refus, par une note décevante, parce que tu sais avant tout pourquoi tu as choisi d'agir ainsi. Si tu as échoué pour de bonnes raisons, par fidélité à tes propres principes, l'échec devient une porte d'entrée vers une réflexion nouvelle, pas la preuve d'une nullité intrinsèque. Même pour les petits ratés du quotidien, cette posture stoppe le cycle de la rumination. L'événement pèse moins. Ta valeur personnelle ne dépend pas d'un like ni de l'avis d'un jury, car tu places la barre ailleurs, et cela ne veut pas dire que tu ignores totalement l'extérieur. Gagner, apporter une solution, sortir vainqueur d'une compétition, obtenir un diplôme ou une promotion, ça fait toujours plaisir, et cela stimule souvent à donner le meilleur. Mais tu sais que tout ça ne te définit pas. C'est comme une décoration sur un gâteau. C'est joli, c'est sympathique. Mais si l'intérieur manque de substance, toute la décoration du monde n'effacera pas le vide. La priorité reste toujours à la solidité du fond. Pour garder cette dynamique, tu peux chaque semaine te demander à quels endroits tu as répondu à l'appel de ta conscience plutôt qu'aux attentes du public. Tu peux tenir un journal, demander conseil à quelqu'un de sincère qui te connaît bien, ou tout simplement apprendre à savourer la simplicité d'un acte juste qui ne se voit pas, mais qui te ressemble. Cette pratique, peu importe le niveau d'expérience dans la vie, devient rapidement une force tranquille. Personne ne peut marchander ta paix intérieure. Tu cesses de craindre les revers publics, les remarques ou les échecs, parce que chaque regard que tu poses sur tes gestes te conforte dans la certitude que ce sont tes principes qui te définissent, pas les aléas externes. Cette façon d'agir apporte aussi un équilibre très réconfortant dans les relations. Les relations superficielles, basées sur la performance, la compétition, s'étiolent peu à peu. Les liens profonds, ceux qui tiennent dans le temps, sont ceux où chacun peut montrer son vrai visage, ses erreurs, ses essais, sans la peur permanente du jugement. Dans la famille, avec des amis, en amour ou en réseau professionnel, cette authenticité attire la confiance, la loyauté. Tu évites les conflits superflus, les comparaisons toxiques, parce que tu n'es plus dans la surenchère du toujours plus. Si tu observes de près certains leaders naturels, ceux qui inspirent sans pour autant dominer ou écraser les autres, tu constateras que leur force ne repose jamais que sur leur statut ou leur performance affichée.
Elle prend racine dans leur stabilité intérieure, leur fidélité à un code de comportement qui ne varie pas selon le public. On peut échouer, se tromper, mais on revient toujours à ses repères en cas de tempête. L'admiration des autres devient alors une reconnaissance de surface, sympathique, pas une drogue ni une obsession. Il y a aussi un autre aspect, moins souvent évoqué, cette priorité à la vertu intérieure garantit la tranquillité sur la durée. Les succès matériels, la beauté, les titres, les followers passent. Le monde change vite. Ce qui plaît aujourd'hui passera peut-être de mode demain. Les valeurs, elles, restent. Être fidèle, honnête, constant, courageux, ça ne dépend de rien ni de personne. Quand tu bases ta confiance là-dessus, tu ne t'écroules pas au premier coup de vent ni à la première injustice parce que tu possèdes un socle personnel qu'aucune crise, aucune mode ne menacera. Dans le quotidien, cette façon d'envisager la réussite facilite les transitions. Si tu rates un concours ou si tu changes de métier, tu n'as pas l'impression de perdre ta dignité ou ta place dans la lignée humaine. Ta valeur est fondée sur ce que tu mets dans l'action, l'effort, pas sur la couleur du résultat final. Ça t'évite aussi de tomber dans l'envie, la jalousie, le découragement face à la réussite des autres, car chacun mène sa propre bataille intérieure. Ce qui compte, c'est l'intégrité du processus, pas la position sur la photo à la fin. Il est évident qu'il faut de la patience pour ancrer cet état d'esprit. L'environnement pousse à se comparer, à s'évaluer sans cesse par rapport à l'extérieur. Mais plus tu pratiques le souci d'être cohérent avec toi-même, plus tu ressens de soulagement face à la pression de réussir. Tu n'as plus besoin de crier sur tous les toits ce que tu as accompli. Même quand ça rate, il y a déjà un petit fond de fierté, parce que tu sais que ce n'est pas sur la chance, une mode ou un algorithme que tu as bâti ton effort, mais sur une démarche choisie, sur une fidélité vraie. Tu peux aussi remarquer que, dans les périodes difficiles ou de crise, c'est ce noyau intérieur qui t'aide le plus. Lorsque tu perds un emploi, vises un bouleversement familial ou rates un objectif important, tu dois souvent tout rebâtir presque de zéro. Ceux qui ont misé uniquement sur la reconnaissance extérieure ou sur le regard du public sont souvent plus désemparés. Ceux qui s'appuient sur une cohérence de fond, sur une intention sincère et réfléchie, retrouvent plus vite une direction, un courage, une envie de continuer. L'échec extérieur n'est jamais la fin de la route, seulement une bifurcation sur une route dont tu possèdes toujours la carte. Cela se voit aussi dans la façon de célébrer la réussite. Les personnes qui ont ce rapport à la vertu ne célèbrent pas forcément par de grands gestes ou pour recevoir des louanges, mais elles savent savourer intimement ce qu'elles ont obtenu à la sueur de leur engagement. Un sourire discret parfois, seulement une soirée calme, un bain de reconnaissance en toute simplicité. Ce sont des rituels de gratitude, pas d'ostentation, et c'est ce qui donne cette constance rassurante, cette impression qu'elles ne vivent pas à l'extérieur de leur vie, mais au cœur de celle-ci. En misant tout sur cette stabilité intérieure, tu fais plus qu'accumuler des outils pour l'échec. Tu t'offres aussi une immunité face à la vanité, au regret, à la colère. L'envie de bien faire ne disparaît pas, mais elle s'oriente. Tu deviens moins sensible au vent contraire, mieux préparé à accueillir la joie même dans les jours sans bruit, sans prix, sans spectateurs. Cette énergie retrouvée irrigue tout le reste. La gentillesse, la persévérance, la volonté de soutenir les autres, la capacité à rebondir après une mauvaise passe. Tu gagnes en liberté, tu transmets confiance. À la fin, on s'aperçoit vite que les résultats extérieurs, même lorsqu'ils sont impressionnants, ne procurent qu'une satisfaction passagère s'ils ne sont pas enracinés dans la fidélité à tes principes. On admire parfois des carrières fulgurantes, des exploits relayés par les médias, mais seuls les parcours cohérents inspirent durablement. Plutôt que de collectionner les marques du succès, tu te concentres sur celles du courage, de l'écoute, de la loyauté, de la droiture, tout ce qui t'offre un cap fiable, robuste même quand l'horizon se couvre. Cette logique, vécue en toute simplicité, finit par installer en toi une forteresse que personne ne peut secouer vraiment. L'adversité, les critiques, l'oubli, les fluctuations du monde n'atteignent plus autant ce qui fait ta stabilité profonde. Ton effort ne dépend ni de la lumière ni des juges publics. Garder un cap intérieur, enrichir chaque expérience de cette volonté d'agir selon tes propres critères de réussite, c'est l'allié le plus sûr pour continuer d'avancer, d'oser et de traverser l'échec avec sérénité, jour après jour, année après année.